un sujet pratique. Voici ce qu'on appelle les liens d'intérêt. L'objectif de l'atelier, c'est de comprendre ce qu'on fait et de savoir mettre en route de façon pratique une VNI en situation aiguë et en situation chronique. Et bien entendu, il n'y a pas écrit sur le front des gens « je suis un aigu » ou « je suis un chronique ». Et vous allez voir qu'il y a des états intermédiaires dont nous allons être amenés à parler, bien entendu. Alors, on va voir ce que c'est qu'une situation aiguë chez un BPCO, qui est une indication majeure de mise en route d'une VNI. On verra les spécificités de l'obèse, qui sont un peu particulières. On verra ensuite les techniques de ventilation. On fera un tour sur les matériels qui sont utilisés. Et puis, on verra comment on met en route. Alors, cliniquement, on rentrera dans le cœur du sujet, comment on se débrouille avec son stéto autour du cou pour mettre en route une VNI. Ensuite, on se posera une question, c'est est-ce qu'on peut ventiler en dehors de la réanimation ? Et puis, on mettra en route une VNI chronique plus classique, ce que j'appelle chronique, c'est-à-dire quelqu'un qui est en état non déstabilisé. Et on verra, pour finir, si on a le temps, le cas particulier de la ventilation chez les BPCO chroniques, qui est différent de ce que l'on voit chez une BPCO aiguë. Alors, la situation aiguë chez le BPCO, qu'est-ce qui se passe ? Un BPCO, qui est quelqu'un qui a les bronches obstruées, vous avez une inflammation qui augmente l'obstruction, et puis en général aussi des sécrétions. Il en résulte une chute de débit expiratoire, ce qu'on appelle aussi une hyperinflation dynamique. Le travail respiratoire augmente puisqu'il doit lutter contre des résistances importantes à l'écoulement de l'air. Et au bout d'un moment, les muscles se fatiguent. Il y a une dysfonction des muscles respiratoires qui sont le moteur de cette pompe aspirante qui est notre thorax, et en même temps que des anomalies de rapport ventilation-perfusion, c'est-à-dire en fait des anomalies gazométriques. Et vous arrivez à comprendre qu'à un moment, ça se décompense et vous avez une insuffisance respiratoire aiguë. Je ne sais pas si on voit assez. Il faut la tête fermée parce que c'est vrai que je l'ai fait noir sur blanc, mais il y a trop de soleil. Je vois qu'il y a des gens qui peinent à voir. Peut-être mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement ? Vous avez une augmentation de la charge mécanique du système mécanique respiratoire et en même temps, sa force neuromusculaire diminue et vous avez un déficit en carburant puisque le carburant, c'est l'oxygène. Il en résulte une hypoventilation alvéolaire aiguë, c'est-à-dire une augmentation rapide de la PCO2 associée à une chute rapide de la PO2. Alors ça tombe bien parce que la ventilation non invasive, ça diminue le travail respiratoire et ça améliore les échanges gazeux. Donc, normalement, ça devrait marcher. C'est ce qu'on s'est dit, et c'est ce que s'est dit Laurent Brochard dans les années 90, où il a démontré que quand il avait un BPCO en poussée aiguë, s'il le mettait sous ventilation non invasive, au lieu de l'intuber, il diminuait clairement l'électromyogramme des muscles respiratoires, en même temps que la fréquence respiratoire que vous voyez ici sur le débit ralentissait. Et ça se voit aussi sur ce truc RR. Donc, si vous voulez, on arrive à aider les muscles respiratoires et à améliorer la gazométrie. Ce que vous voyez sur cette plaque, où on voit que l'ensemble des PCO2 chute et l'ensemble des PO2 monte sur ce travail publié dans le New England Journal en 1990. Est-ce que ça suffit à dire qu'il faut faire de la VNI chez les BPCO quand ils sont en poussée aiguë ? Parce qu'habituellement, je vous rappelle, on les intubait, n'est-ce pas ? Eh bien, ces mêmes travail, cette même équipe a démontré que quand on faisait vis-à-vis d'une série contrôle de la VNI, on diminuait fortement le nombre d'intubations, considérablement la morbidité et la mortalité et la durée d'hospitalisation. En particulier, on diminuait la mortalité parce qu'on ne se payait pas toutes les complications du décubitus et de l'intubation. Au total, fort de ces constatations, Laurent Brochard pouvait dire, de l'équipe de Créteil en 2000, que la ventilation non invasive pour les poussées aiguës des BPCO, c'était un nouveau standard de soins. Et tout le monde a embrayé là-dessus, au point qu'il y a eu une conférence de consensus de toutes les sociétés savantes de gens qui ventilent, qui s'est réunie en 2006 pour reprendre tous les articles et savoir s'il était légitime ou pas de ventiler les BPCO en poussée aiguë et quel niveau de preuve. Et le niveau de preuve qui ressort de ces conférences, c'est qu'il faut, avec un haut grade de preuve, ventiler les décompensations des BPCO
Et on n'a pas tardé, d'ailleurs, à démontrer que les décompensations des insuffisances respiratoires neuromusculaires ou pariétales, c'était pareil. Autrement dit, quand vous allez très mal sur le plan respiratoire et que vous passez en hypoventilation alvéolaire aiguë, il faut vous ventiler de façon non invasive, ou au moins, il faut essayer. Alors évidemment, ceci à condition de savoir ne pas ventiler en non invasif. Cette plaque, évidemment, vous n'allez pas la lire en entier, mais c'est une évidence. Hein. C'est pas parce que vous avez une carte BPCO dans votre poche, si vous êtes en train de faire un fracas facial ou une hémorragie interne, bon, on va s'occuper de ça. Je vous parle d'atteinte mono-organe. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut se mettre sous VNI quand vous êtes en train de faire une occlusion intestinale, une perforation, un truc comme ça. Donc, on va regarder sur un exemple concret l'effet immédiat d'une ventilation non invasive en poussée qui se présente aux urgences. Donc, vous êtes dans la vraie vie, vous êtes aux urgences de votre hôpital, et on va voir pourquoi ça ne marche pas si mal. Il y a des raisons pour lesquelles ça ne marche pas si mal. Voilà, vous avez votre patient qui est un BPCO qui arrive. Et ce que vous avez ici, c'est sa gazométrie en air ambiant sous air. Vous voyez que la PO2 est à 45, la PCO2 à 62, le pH à 7,33, avec une réserve à 37, une statue à 85%. Ce malade ne va pas bien. L'infirmière ou l'infirmier d'accueil des urgences ne vous a même pas demandé s'il fallait faire une gazo. Il l'a faite, et puis il ne vous a même pas demandé s'il fallait le mettre à l'oxygène. Il y a mis. Et elle a refait un contrôle gazométrique. Donc, contrôle gazométrique vous a montré que le même patient, une demi-heure ou trois quarts d'heure après, était avec une PO2 à 68, sourire, smiley, but, la PCO2 à 81, montée rapidement avec un pH à 7,19. Et vous savez tous effectivement qu'un patient en hypoventilation alvéolaire instable, quand on lui donne de l'oxygène, eh bien, ça le fait hypoventiler par des mécanismes qui sont soit la diminution de la stimulation hypoxique, soit des mécanismes plus complexes, mais le résultat est là. Le résultat est là et vous êtes sauvé. Vous trouvez que c'est génial. Et pourquoi c'est génial ? Parce que le réanimateur va vous le prendre, évidemment. Et alors, bah oui, là vous êtes sauvé, puisque vous avez tous les drogués derrière qui hurlent, les flics qui vous amènent des trucs, donc là, hop, regarde. Donc vous appelez le réanimateur. Alors qu'est-ce que fait le réanimateur ? Vous avez deux types de réanimateurs. Le jeune réanimateur, que je fus autrefois, et puis le vieux réanimateur plus expérimenté. Le jeune réanimateur s'empare de votre malade, dit « écoute, passe-le-moi, il faut que je le prenne », avertit son équipe, vite les filles, et qu'est-ce qu'il fait ? Il intube. Toc, voilà. Donc le jeune réanimateur, il est de garde, hein, il fait ce qu'il veut, mais il a la gazométrie sous ventilation complémentaire d'oxygène, sans problème, chez son malade intubé, PO2 100, PCO2 40, pH 7,50. Eh bien oui, parce que quand vous passez à toute vitesse de l'hypercapnie à l'hypocapnie, eh bien, vous passez en alcalose respiratoire. Alors, il est tout content de sa gazométrie, et puis les ennuis commencent parce qu'il est en train de souffler dans un patient qui est peut-être d'ailleurs pas très bien hydraté, donc il va se percuter non seulement une hypokaliémie avec l'alcalose, mais en plus, il va avoir très clairement un collapsus de reventilation, et bon, son malade sera vivant le matin, mais il l'aura rempli, il aura mis des aminopressives, il aura fait la danse du scalp autour, etc. Le vieux réanimateur, lui, expérimenté, fait différemment. Il dit, on va le mettre sous VNI. Et alors lui, le vieux réanimateur, bon, il a des sabots, un pyjama, il habite à l'hôpital, il a divorcé 2 fois, mais il connaît la réa. Donc, si vous voulez, lui, voilà ce qu'il obtient. Il obtient une PO2 à 70, une PCO2 à 60, un pH à 7,34 et une saturation à 95%. Vous allez me dire, bah, c'est nul, c'est pas bien, c'est pas une gazo normale. Non. Mais il a raisonné de la façon suivante. Il s'est dit, le patient, avant, il était probablement en hypoxémie hypercapnie chronique. Donc, c'est pas la peine de lui rendre un gazo normal d'un jeune homme de 20 ans. Il faut que je le remette à l'état où il était avant. Et puis après, on prendra notre temps pour voir si on peut faire mieux. Et ça sera le rôle de discussion éventuelle d'une ventilation d'un BPCO chronique hypercapnique. Mais là, le problème, c'est de revenir à l'état antérieur. Autrement dit, ce qu'il fait, c'est de l'hypercapnie permissive. C'est comme ça que ça s'appelle. Et d'ailleurs, le vieux réanimateur, s'il est obligé d'intuber, il va aussi volontairement hypoventiler un peu son patient pour faire de l'hypercapnie permissive. Mais il faut reconnaître que, clairement, si vous faites de la VNI, comme la VNI, ça marche moins bien que d'intuber et de ventiler de façon étanche, vous êtes finalement, de fait, très souvent sur ce type de patient en hypercapnie permissive. Mais vous avez un pH qui est plus acceptable, une PO2 qui est correcte, et puis le reste, vous allez le regarder évoluer calmement et vous dormirez mieux la nuit. Voilà. Alors, en résumé, le parcours aigu que vous voyez du côté droit au parcours chronique qui est la cible que vous essayez d'atteindre, vous étiez, mettons, à 55-50 probablement chez votre patient quand il se promenait dans la rue. Il arrive à 45-65-7-30 en acidose.
c'est la poussée. Votre cible, ça va être de le remettre comme il était avant. Puis après, on réfléchira. Vous voyez? Alors, ça, c'est les spécificités pour le BPCO. On va voir maintenant les spécificités de l'obèse en insuffisance respiratoire aiguë. Je vous recommande, si ça vous intéresse ce sujet, de regarder cet article-là parce qu'il a été écrit par des gens du Nord. Hein. C'est le patient obèse en insuffisance respiratoire aiguë, un défi pour la réanimation parce qu'il a des problèmes très spécifiques. Nous avons de plus en plus d'obèses, il y en a plein les réa. C'est extrêmement difficile à soigner, à remuer. Puis les gens qui ont fait du Covid vous diront que tourner des patients, c'est un peu l'enfer. Et en fait, en dehors du nombre de ces patients, il faut savoir que ces patients ont les spécificités suivantes. D'abord, dans le syndrome obésité hypoventilation, comme vous le savez, il y a dans 90% des cas à peu près des apnées du sommeil. Donc il faut traiter ces apnées pendant qu'on les traite, mais pas que. Il y a encore quelques places devant, hein. Bien sûr. Hein. Mais il y a aussi un autre point qui est assez particulier, c'est que quand vous couchez un obèse, vous aggravez un super obèse, vous augmentez son hypoventilation alvéolaire en lui ajoutant une hypoxémie par effet shunt. Parce que, grosso modo, vous avez le contenu abdominal qui vient pousser sur le diaphragme et qui va repousser les bases du poumon vers le pôle céphalique et fermer des alvéoles et des bronchioles terminales, si bien vous allez avoir une partie du sang qui traverse les poumons qui va être perfusée, non ventilée. Donc vous ajoutez souvent, en position allongée, un effet shunt à l'effet d'hypoventilation alvéolaire. OK ? Et donc, c'est ce qu'on appelle ça le syndrome du bag-in-box. Si vous considérez que les poumons, c'est un truc mou comme un sac que vous mettez dans une enceinte qui, elle, est rigide et toute petite et sur laquelle vous poussez, vous avez un sac dans une boîte. Alors, c'est embêtant comme ça de raconter des histoires parce qu'on ne voit pas bien. Et comme disait Napoléon Bonaparte, il vaut mieux une bonne image qu'un long discours. Ben, là, voilà la bonne image. Vous voyez, vous avez ici, extrait de cet article, tout à fait cette démonstration que cette patiente qui a un très gros ventre quand elle est en position allongée et qui pousse sur un tout petit thorax recouvert de graisse, si vous la mettez en procubitus, eh ben vous faites descendre la masse abdominale et ça libère le poumon et pour être ventilé et pour cesser de faire autant de shunts. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, la photo inaugurale que je vous ai montrée, vous avez vu un énorme obèse, il était ventilé assis. Hein. C'était pas un valèse en situation aiguë, mais en situation chronique, celui-là. Voilà. Alors, quelle technique on utilise pour faire de la VNI? Alors là, que ce soit chez le BPCO ou chez l'obèse, on utilise la même technique. Hein, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de la VSAI-PEP. Alors, la VSAI-PEP, ça veut dire en français ventilation spontanée en aide inspiratoire avec une pression expiratoire positive élevée. Hein? Et ce mode de VSAI-PEP qu'utilisent les réanimateurs depuis très longtemps, c'est en fait exactement la même chose que celui que nous utilisons avec ce que nous appelons communément les BiPAP ou ventilation à 2 niveaux de pression. C'est avec une IPAP et une EPAP, c'est une qui est entraînée par le patient, c'est une ventilation spontanée en aide inspiratoire avec une PEP. PEP indispensable, on va le voir, bien sûr. Alors que les machines de réanimation peuvent s'en passer de cette PEP. Alors, pour recomprendre ce que c'est que la VSAI-PEP, c'est-à-dire illustrer le concept d'aide inspiratoire que nous utilisons, je vous montre ce schéma, plus simple que ça, tumeur. Vous avez ici, là, une enceinte qui représente le thorax. Ça représente les bronches, le tuyau. Ce ballon de caoutchouc qui est au fond, ça représente les poumons. Et au fond, c'est le diaphragme, le muscle principal. Alors, vous avez 2 temps dans la respiration. Un temps inspiratoire qui dépense de l'énergie, d'où cette lettre magnifique qui veut dire work, travail. C'est-à-dire qu'en inspiration, vous abaissez le piston et vous faites rentrer l'air puisque vous créez, à travers la dépression pleurale qui est ici, une dépression dans le fond du poumon. Et comme à la bouche, ici, vous avez la pression de référence qui est le 0, l'air s'écoule, forcément, ça c'est une loi de la physique que nous ne changerons pas, des hautes vers les basses pressions. Donc, vous voyez, la pression est plus basse dans le poumon qu'à l'entrée. Et donc, à la fin de l'aspiration, l'air est rentré. Quand vous avez dépensé ce travail respiratoire, vous en avez aussi emmagasiné une partie dans l'élasticité thoracopulmonaire, ici. Et donc, il suffit que vous arrêtiez le travail, vous relâchez, système passif,
Cette élasticité est rendue, elle positive ici la pression dans le ballon de caoutchouc, et aux merveilles, comme c'est toujours à 0 à l'entrée, ça va dans l'autre sens. Et si vous réfléchissez bien, ce système n'est pas si mal fait, puisqu'il explique que vous soyez tous vivants. Effectivement, il faut se reposer et travailler. Alors, il y a 2 organes qui se reposent et qui travaillent et qui n'ont pas le droit de s'arrêter. C'est le cœur, systole, diastole, ou bien le système respiratoire, dépense d'énergie, repos. Dépense d'énergie, repos. Et si ça s'arrête plus de 5 minutes, eh bien, on a de gros soucis. Donc, à partir de ce schéma extrêmement simple, on va regarder ce que c'est que l'aide inspiratoire, le principe de l'aide inspiratoire. En fait, quand vous travaillez en aide inspiratoire, vous fabriquez de la pression, ou du moins de la dépression. C'est que vous faites une dépression pour faire rentrer. C'est ça que vous faites, vous dépensez de l'énergie au temps inspiratoire. Si vous êtes capable, avec une machine, de pousser en même temps un bol d'air au moment où votre patient aspire, vous l'aidez à respirer. Vous utilisez la colonne d'air comme si c'était un muscle qui poussait dans le sens où le malade tire. Et à ce moment-là, ça devient, le malade tire, il faut qu'il travaille, ça devient de la ventilation spontanée assistée en pression, d'où l'expression ventilation spontanée en aide inspiratoire. Alors on va vous illustrer ça avec des images. Regardez notre schéma que nous avions ici. Je vous rappelle que nous avions notre thorax ici, nos bronches et notre ballon de caoutchouc. Notre thorax ici, il faut que je dépense ici de l'énergie W en abaissant mon diaphragme. On va dire que pour que ce malade que je vous ai représenté ait une bonne ventilation alvéolaire, il lui faut 500 millilitres de volume courant. Si la compliance du système est de 100 millilitres par centimètre d'eau, alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous emmener dans des grands trucs. Une compliance du système de 100 millilitres par centimètre d'eau, ça veut dire que si vous faites un effort de moins 5 centimètres d'eau, vous allez avoir comme récompense 500 millilitres. Ça va, on ne s'est pas explosé la cafetière, ok ? Donc c'est ce qui se fait ici, moins 5, je reçois 500. Ici, vous avez un poumon malade, pour ça qu'il est représenté en un peu plus gros, enfin un peu plus épais, et il a hérité de 250 millilitres, de 50 millilitres, de compliance statique. Donc, si vous faites le même effort ici, moins 5, que sur ce poumon-là, ben vous ne serez récompensé que de 250 millilitres. C'est simple. Et on va dire que ça, c'est plus suffisant pour renouveler l'air alvéolaire. Et pourtant, il a travaillé autant que l'autre, voire même peut-être plus. Alors, si vous voulez rétablir une ventilation alvéolaire correcte, vous arrangez pour votre système, quand il fait moins 5, on pousse à plus 5 à l'entrée exactement en même temps. Autrement dit, vous n'avez pas changé la compliance de votre poumon qui était malade, mais vous rétablissez un effet positif au fond de l'alvéole qui rend 500 millilitres, et la moitié du boulot est faite par l'inspiration, l'autre moitié du boulot est faite par la machine qui pousse. C'est ça l'aide inspiratoire. Voilà, c'est pas autre chose. Alors évidemment, cette colonne d'air que vous poussez au moment où le patient tire, dans le temps actif de la respiration, peut être enrichie en oxygène ou pas. Voilà, alors faire une VNI à 2 niveaux de pression, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre une pression positive de base, une PPC, comme quand vous luttez contre les apnées, qu'on appelle aussi l'EPAP ou la PEP, c'est-à-dire c'est la pression à laquelle votre patient va retomber, et on ajoute par-dessus une aide qui va, elle, forcer la ventilation alvéolaire ou aider à la forcer. Alors, on va mettre une PPC qui maintiendra les voies aériennes ouvertes. Alors ça, c'est un principe qui a été découvert, publié pour la première fois dans le Lancet en 81 par Collins Sullivan, c'est le traitement des apnées du sommeil. Quand vous avez des apnées du sommeil avec des voies qui se ferment, vous mettez une PPC, c'est le patient qui respire en ventilation spontanée, simplement il est fermé dans un système où il ne vient pas à la pression 0. Il y a un système continu qui souffle pour le mettre, par exemple, à plus 10, et ça maintient les voies aériennes ouvertes en faisant une attelle pneumatique. C'est pas de la ventilation, c'est du maintien des voies aériennes ouvertes. Mais il le faut. Et puis, ça a des avantages supplémentaires de mettre une PEP sur notre aide aspiratoire avec PEP, parce que, comme chez le BPCO, comme chez l'obèse, ça aide aussi à faire d'autres choses, de mettre cette pression expiratoire positive, cette CPAP de base. Chez le BPCO, ça aide à lutter contre un phénomène qu'on appelle l'autopep ou PEP intrinsèque. Le BPCO, c'est quelqu'un qui, quand il accélère sa respiration, ce qui est le cas quand il fait une poussée, se trouve avec des bronches qui sont encombrées, et ce qui ralentit considérablement son expiration. Autrement dit, alors que sa fréquence respiratoire augmente, il n'a pas fini de se vider
au moment où il veut expirer. Et ça s'appelle... Donc il reste une pression positive, c'est-à-dire un flux rétrograde qui vient quand le patient veut aspirer l'inspiration suivante. Et donc, il est obligé de dépenser du travail pour lutter contre cette PEP intrinsèque. Et ça, c'est une situation que vous racontez chez les patients obstructifs et distendus, avec des résistances augmentées à l'écoulement gazeux, avec une compliance élevée, c'est-à-dire avec un faible retour élastique, et une fréquence respiratoire élevée qui diminue le temps de vidage. Si on n'est pas chez le BPCO, je ne sais pas chez qui on est là, hein. On est typiquement chez le BPCO. Eh bien, le traitement de pour lutter contre cette auto-PEP, c'est de laisser une PEP intrinsèque. Et ça marche très bien. Chez l'obèse, il y a aussi d'autres avantages en dehors du maintien des voies aériennes ouvertes. Parce que les obèses, je vous l'avais dit au début, dans 90% des cas, ils ont bien entendu des apnées du sommeil, mais ils ont aussi ce fameux phénomène de la masse abdominale qui vient repousser les alvéoles, ce qui provoque ce type de lésion que vous voyez là, qu'on voit sur 2 scanners avec aux bases des alvéoles qui sont fermées. Et de l'œdème pulmonaire, des atélectasies, et bien si vous mettez une PEP, c'est-à-dire s'il ne redescend pas à 0, ça va repousser la masse abdominale et rouvrir un certain nombre d'alvéoles. Donc vous allez recruter ce qu'on appelle des alvéoles. Okay. Alors en résumé, le mode VS-AI-PEP, eh bien c'est plus confortable et bien adapté à la situation de décompensation aiguë parce que c'est le patient qui déclenche. Il y a une PEP pour maintenir les voies aériennes ouvertes et lutter contre l'auto-PEP, avec une aide inspiratoire pour forcer la ventilation alvéolaire et améliorer, bien entendu, les gaz du sang et l'état clinique de ce patient qui est en train d'étouffer. Alors, quel matériel on va utiliser pour faire cette ventilation et pour faire la surveillance? D'abord, le masque. En situation aiguë, il est toujours facial parce que les patients n'arrivent pas à fermer la bouche correctement. En fonction de l'appareil utilisé, ce sera un masque avec ou sans fuite. Alors, pour les BPCO, les réanimateurs utilisent le plus souvent des appareils à valve avec un masque sans fuite. Pourquoi? Parce que les voies respiratoires sont séparées. C'est-à-dire que le patient est ventilé et on lui souffle dedans par une voie. Et puis, à l'expiration, eh bien, la voie inspiratoire est fermée et l'air enrichi en CO2 est chassé dans la pièce. Vous l'entendez d'ailleurs avec la valve, ça fait... Si vous voyez, on l'entend très très bien, péter la valve. On peut mettre une PEP au bout de cette valve. Donc là, on met des masques sans fuite. Il faut que tout aille dans le patient et revienne du patient. Puis on peut faire même une spirométrie pour voir si ce qui rentre est équivalent à ce qui sort. Alors attention, ce petit dessin pour vous rappeler une chose et que vous ne fassiez pas de confusion entre ce que c'est que l'IPAP et l'aide. L'IPAP, c'est la pression maximale que vous atteignez quand vous ventilez un patient. Une machine de réanimation peut partir de 0, aller par exemple à une IPAP 15 et retomber à 0. À ce moment-là, vous ne mettez pas de PEP et l'IPAP est égal à l'aide. Évidemment, si vous laissez une PEP, ce que nous faisons évidemment d'habitude, eh bien l'aide, c'est ce qui est au-dessus de la pression de repos. Par exemple, ici, si vous avez une PEP à 5, une PEP de base à 5, vous mettez une aide à 15, votre IPAP est à 20. OK ? Alors, je vous le dis parce qu'il y a des machines qui parlent en aide, d'autres qui parlent en IPAP et PAP, et il faut s'y retrouver. Retenez que, grosso modo, l'IPAP moins la PEP, c'est l'aide, c'est-à-dire la pression avec laquelle vous aidez votre patient à respirer. Alors, pour les grands obèses, on utilise plutôt des machines à fuite, c'est-à-dire des VNDP, et même les réanimateurs en conviennent, parce que sur ces machines qui continuent à souffler pendant l'expiration, eh bien, la PEP est beaucoup plus stable. Mais il faut bien qu'ils expirent leur CO2. Ils expirent leur CO2, pourquoi? Parce que, évidemment, quand ils expirent, la machine continue à souffler pour maintenir la PEP, et à ce moment-là, la colonne expiratoire, avec l'air enrichi en CO2 que le patient exsuffle, eh bien, elle a que 2 possibilités. Soit remonter vers la machine qui lui renverra le coup d'après, c'est pas ce qu'il faut faire, ça c'est très mal, soit aller vers la pression 0 par la petite fuite. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un trou dans ces masques. Parce que c'est un tuyau unique et si vous re-respirez
ce que vous avez envoyé le coup d'avant, vous faites du rebreathing expérimental, c'est exactement l'inverse de ce que vous voulez faire. Donc il faut maintenir une PEP et une fuite. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas boucher la fuite. Hein, même si Bobonne a froid dans le cou. Il ne faut pas qu'elle mette un scotch dessus. J'ai des histoires comme ça de chasse, de patients sous pression positive continue, qui étaient très très bien au début, et puis qui, alors qu'ils faisaient très bien leur machine, avaient mal au crâne le matin, ben c'est simplement parce que Bobonne avait mis un scotch sur le trou. Alors le matin, il se réveillait avec une PCO2 à 75 et il disait « ça va plus du tout ». Et au lieu de regarder, enfin si vous regardez, si l'observance, si là, etc., puis à la fin, vous faites sortir le masque et dites « non, madame, faut pas mettre un petit scotch. Là, vous allez voir, ça va beaucoup mieux ». Ah oui, c'est ça, la ventilation. C'est un peu une part de bidouille, il faut quand même être bien. Alors ensuite, la surveillance des paramètres. Alors les choses qui sont importantes à surveiller, c'est la saturation, la fréquence respiratoire et avoir une estimation du volume courant. Et il est clair que quand on fait de la VNI, il faut avoir... Vous savez, le plus important pour faire de la VNI, c'est de former les équipes avec lesquelles on travaille. Alors ça se fait de plus en plus, bien entendu, dans les services de pneumologie, dans les infirmières, les kinésithérapeutes, etc., qui s'intéressent à la VNI. Souvent, ils sont issus du sommeil, mais pas que. Il y en a aussi qui sont issus des soins intensifs. Et quand on a une équipe bien formée dont on entretient la formation, on peut faire de la VNI, même en salle. Mais pour l'instant, on est dans le contexte aigu, donc on verra après ce problème. Alors voilà un exemple typique de quelqu'un que vous mettez sous VNI. Ce que je vous montre ici, c'est une courbe de saturation. Saturation, donc vous voyez ici le niveau de saturation 90%. Là, 90%. Voilà. Et vous mettez en route votre VNI. Là, toc, vous passez au-dessus de 90%. Donc vous êtes extrêmement content de vous. Vous dites, je ventile mon patient, c'est très bien. Et vous allez faire votre gazométrie de contrôle. C'est pas toujours aussi évident que ça. Là, je vous ai montré un enregistrement d'une vingtaine de minutes. Et maintenant, on s'aide d'outils qui sont quand même extrêmement performants et beaucoup plus indicatifs, et qui sont les oxycapnographes. C'est-à-dire que vous avez à la fois la saturation et la PCO2 transcutanée qui sont indiqués sur la machine pour peu que vous mettiez un capteur à l'oreille ou au front de votre patient. Par exemple, vous voyez que ici, vous avez un départ, une saturation, si ça se voit pas bien, c'est 85%, avec une PCO2 qui est à 69 quand même. Vous démarrez votre ventilation, toc, la satu monte à 92, et petit à petit, la PCO2 descend, vous êtes content. C'est très important, et c'est un outil tout à fait utile parce que, grosso modo, il n'est pas aussi informatif en ce qui concerne évidemment le pH que les gaz du sang, mais par contre, il vous donne la tendance évolutive de ce que vous êtes en train de faire. Regardez, je vous donne cet exemple, qui est déjà ancien, mais il s'est reproduit de multiples fois. Vous avez ici un patient, en l'occurrence c'était une patiente, si je me souviens bien, qui monte sa satu sous VNI. Et vous voulez savoir si vous êtes bien. Alors vous voyez, on a démarré vers 16h, là, 16h30, 17h, 17h30, 18h, c'est une séance d'essai, une première séance d'essai d'une VNI. Et vous vous dites, mais quand est-ce que je vais faire mes gaz du sang de contrôle? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez quand vous allez les faire, mais moi, je le sais quand vous les faites. Je le sais, même si vous le faites à 17h. Pourquoi? Parce qu'après 17h, le labo répond plus, c'est la garde qui prend, donc... OK? Donc, non, mais c'est ça la vie, je veux dire. Forcément, donc, vous n'aurez pas la réponse du labo et vous avez envie de la voir avant de partir. Donc, vous mettez une PCO2 transcutanée avec une saturation et vous vous apercevez que la dynamique de descente de cette patiente-là, qui était au-dessus de 60, si vous avez fait votre gazo ici, vous trouvez 55. Si vous l'avez fait un peu avant 17h, vous trouvez 58. Si vous l'avez fait là, alors qu'il y a eu une petite fuite, vous trouvez que c'est pas. Alors que si vous avez attendu un petit peu, après, vers 18h, la PCO2 est largement en dessous de 50. Autrement dit, vous avez eu la tendance, vous avez eu des chiffres, vous avez vu à quelle vitesse ça descend, et vous n'avez même pas piqué votre malade. Il est content, vous êtes content. C'est un outil qui, quand vous faites beaucoup de ventilation, est très utile. Et en plus, la dynamique il y a des patients qui descendent très vite leur PCO2 et d'autres, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Donc ce genre d'outil est tout à fait utile, mais il faut savoir les utiliser. Alors si vous disposez d'écrans et de paramètres et de courbes pour peaufiner votre ventilation,
ça sera encore mieux, mais je vous montrerai tout à l'heure, sur une observation moins aiguë, comment on peut en tirer profit. Alors, comment mettre en route cliniquement une VNI? Parce que pendant des années et des années, moi qui suis un vieux briscard, on n'avait pas tout ça. Hein. Ouais, même, je me souviens de l'arrivée du premier saturomètre chez moi, il était énorme et tout le monde me l'enviait, j'avais un greffe derrière. Je trouvais que c'était génial d'avoir la saturation. Vous n'avez pas connu cette... Maintenant, tout le monde a un saturomètre dans la poche. Hein. Mais on était donc clinique. Mais il faut rester clinique dans la vie. Hein. Donc, on met une machine et puis on se met à côté du patient, voilà. Et là, on est en aigu. Donc, on choisit des paramètres où on met une pression d'assistance 12 à 20. Je vous rappelle que c'est la pression au-dessus de la PEP. Si je démarre avec 5 de PEP et que je mets 12, vous voyez, j'ai déjà 10 PAP. Hein. On met une pressurisation rapide. C'est quoi la pressurisation rapide? C'est la vitesse à laquelle monte la pression d'aide. C'est la pente de la pression d'aide. Quand le patient est en aigu, normalement, on a intérêt à pressuriser vite, à être le plus proche de la verticale. En 150 millisecondes dans l'exemple que je vous ai mis là. On demande à la machine de se débrouiller pour mettre l'expiration en automatique. Elles savent toutes le faire. On complémente en oxygène parce qu'on est chez un BPCO. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester à côté, le stéto autour du cou, et regarder ce qui se passe. Parce que cliniquement, grosso modo, on donne comme consigne au patient de respirer par lui-même le plus possible, la bouche close, autant qu'il peut. On raccorde le masque et on ne quitte pas la pièce. Sinon, c'est la panique. Hein, d'accord? On laisse quelqu'un à côté qui sait regarder. Et qu'est-ce qu'on voit chez un patient qui s'améliore? On voit que les critères d'efficacité, c'est la diminution du travail respiratoire. Le travail respiratoire, ça se regarde sur la façon dont respire un malade. En particulier, est-ce qu'il met ou pas en jeu, c'est ce qu'on appelle les respirateurs accessoires. Vous savez, les sternocleidomastoïdiens, quand ils ont une contraction active, ça se voit au niveau du cou, ça se touche même. C'est un signe qui porte un nom que j'ai oublié, mais ça se touche très bien. On fait très bien la différence entre un patient qui tire et un patient qui a un gonflement passif. Quand un patient va mieux, il a une fréquence respiratoire qui diminue. Et puis, si on a un saturomètre au bout du doigt, on s'aperçoit que la satu monte. Et encore mieux, c'est le Graal. Si on a une PCO2, on s'aperçoit qu'elle descend, la PCO2. Voilà. Et le patient a la sensation qu'il respire mieux. Voilà. C'est comme ça qu'on met en route une aide inspiratoire. Alors, ce que je vous ai mis à côté, c'est juste une illustration, en fait, qui a été publiée dans les premiers cas par Laurent Brochard, où vous mettez pressure support 0, c'est-à-dire sans aide. Le patient activait énormément ses muscles respiratoires sur les électromyogrammes, et vous voyez que sous aide, cette activation diminue. Là, la pression transdiaphragmatique est très élevée, là, elle diminue. Et vous voyez que nettement, ici, c'est les variations de pression spontanées à la bouche. Là, vous avez les variations de pression induites par l'aide. Et vous voyez que la fréquence respiratoire diminue, ça se voit très, très bien. Alors, si je m'arrêtais là, je vous aurais vendu des saucisses. Parce que je vous dirais, vous n'avez qu'à faire ça, puis ça va marcher. Il faut quand même qu'on regarde un petit peu ce qui se passe quand ça ne marche pas. Vous êtes d'accord? Pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Sinon, vous êtes devenus pour rien. Ce serait dommage, vous êtes très nombreux. Voilà. Alors, la première chose, c'est que si ça ne marche pas comme vous voulez, vous vérifiez le masque. La VNI, ça fuit. Proverbe chinois. Donc, si vous voulez, on vérifie que... Ça ne se voit pas toujours bien, mais on vérifie que ça ne fuit pas. Une fuite, ça s'entend, ça se voit, ça se touche. Et puis surtout, avec les machines qu'on a maintenant, ça se détecte encore plus finement. Donc, on va être aidé pour ça. Puis après, on fait l'analyse de ce qui ne va pas, une fois qu'on est sûr que ça ne fuit pas. Et on essaie de pas modifier tous les paramètres à la fois. Et qu'est-ce qui peut se produire? Alors, la première chose qui peut se produire, c'est assez clair, c'est que le patient déclenche bien sa machine à chaque fois, mais il peine à inspirer. Son travail respiratoire n'est pas encore assez assisté. Hein? Oui. Continuez à tirer. Bon, vous montez votre aide inspiratoire. Hein? Donc, vous passez par exemple l'IPAP qui était à 12, vous la passez à 15. Vous pouvez aussi faire autre chose. C'est, si vous n'étiez pas à la pente la plus rapide, vous raidissez la pente, c'est-à-dire de toute façon, vous vous arrangez pour que le patient soit aidé le plus vite possible quand il déclenche par la pression qui arrive. Voilà. Ça, c'est le traitement d'une ventilation cliniquement insuffisante en aigu. Alors, le problème 2 est un problème qui se rencontre. Le patient, après quelques minutes qui semblent se passer bien, ne déclenche plus la machine à chaque inspiration. Alors ça, c'est quoi ce truc, vous allez me dire? D'abord, vous augmentez la sensibilité du trigger. Si vous avez un trigger qui est réglable, en général, et qu'il soit le plus sensible possible, si vous avez oublié de le mettre, vous essayez de faire que
le déclenchement soit le plus sensible possible. Mais vous devez aussi penser, puisque vous êtes chez un BPCO, qu'il peut y avoir une autopep, c'est-à-dire que vous êtes en train de gonfler le patient avec de l'air supplémentaire, il va avoir plus de peine pour se dégonfler et il faudra augmenter la PEP existante. Donc si vous aviez une PEP à 5, vous allez la monter à 6 ou 7 et vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va se passer mieux. Voilà l'illustration de ce phénomène sur une diapositive que j'ai dû emprunter aux collections de Christophe Perrin. Vous avez ici, sur une bonne minute, peut-être un peu plus, la pression d'aide, tac, tac, donc il déclenche à chaque fois. Et ici, vous avez le débit. Le débit, c'est ce qui se passe dans le patient. Débit inspiratoire en haut, débit expiratoire en bas. Et puis sur cet enregistrement, vous avez les ceintures abdominales et thoraciques qui vous montrent l'effort respiratoire du patient. Et vous voyez que là, une fois sur deux, il y a une tentative d'effort qui n'est pas récompensée. Il y a une petite bosse, certes, mais qui n'est pas récompensée par du débit. Ça veut dire qu'une fois sur deux, le patient est en train de lutter alors qu'il est en train d'avoir un flux rétrograde qui vient. Vous montez la PEP, le phénomène disparaîtra. Problème numéro 3. Le patient se plaint d'avoir trop d'air. Alors ça, c'est marrant. Vous mettez une machine sur le nez, surtout si le patient a peur. Ouh là là, au secours, j'étouffe. Alors vous pouvez toujours essayer de lui expliquer que, grosso modo, on n'étouffe pas avec de l'air, encore moins si on a mis de l'oxygène dedans, il étouffe quand même. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on n'est pas habitué, aucun d'entre nous, à recevoir un fort débit d'air dans le nez. Tout ça, on est plein de récepteurs dans les amygdales, la base de langue, le voile du palais, et ça crée des défenses réflexes. Et bien dans ces cas-là, c'est un cas typique où il faut se dire on va hypoventiler un petit peu le patient, soit en mettant une pente moins rapide, soit en diminuant un peu l'aide, et puis on va le laisser s'habituer. Et on montera la pression petit à petit dans la journée, 1 degré ou 1 demi-degré par 1 demi-degré, parce qu'il tolérera mieux. Au bout de quelques temps, il va s'habituer. Le problème numéro 4, qui est un problème important à identifier, que vous trouverez chez les patients volontiers en poussée, c'est que vous avez un patient chez qui ça commençait pas trop mal, et puis à un moment, il s'endort et il présente des secousses hypercapniques, on appelle du flapping, vous savez, c'est un peu comme ça. Il s'agit d'une capture des centres respiratoires, c'est-à-dire que c'est un phénomène assez courant chez les malades aigus qui ont une commande instable. Qu'est-ce qui se passe chez ces patients? Alors voilà une capture illustrée par un enregistrement oxycapno. Vous avez ici un patient qui a une PCO2, vous voyez, sur la courbe bleue aux alentours de 60, là, sous 3 litres d'oxygène en ventilation spontanée. Là où j'ai ma flèche, je mets en route la VNI et ô merveille, je suis content parce que ma PCO2 chute et ma PO2 elle commence à monter un petit peu, ma saturation. Et puis à un moment, toc, ça me fait des dents de peigne, exactement comme des successions d'apnées. Vous savez, comme si vous aviez un chaîne Stokes, un truc comme ça. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Ça fait une courbe comme dans les apnées du sommeil. Et puis en face, qu'est-ce que vous voyez? La PCO2 qui remonte. Alors là, vous êtes contre votre objectif. Vous démarriez à peu près ici et vous vous retrouvez 3 quarts d'heure après avec cette situation complètement non désirée, enquiquinante. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu de façon répétée votre patient qui s'assoupit, il cesse de respirer. Il y a des fuites tout autour du masque que j'ai illustré ici. Vous voyez, là, c'est un obèse. Illustré par des flèches qui sont bon autour. Il se réveille pour respirer 5 ou 6 fois et il se rendort. Le tracé qui correspond à ça est le suivant. Vous avez ici un tracé de quelques minutes, lui aussi emprunté aux collections de Christophe. Vous avez la pression d'aide qui est là. Alors, vous voyez, la pression d'aide, elle est très régulière. Ici, tac, elle tape, 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 tape. Et le débit, il n'y en a pas. Il ne passe rien. Ça veut dire que les voies aériennes sont fermées. Si la pression, elle pousse et qu'il ne passe rien, du coup, il n'y a aucun débit qui passe. Mais si c'est le patient qui respire, à ce moment-là, l'aide suit la respiration. Et vous avez les bandes abdominales et thoraciques qui vous montrent que le patient respire. Mais regardez bien ici. Il ne se passe rien. Ça veut dire que je viens de vous parler d'une apnée obstructive et elle a les caractéristiques d'une centrale. Ben oui, parce que la commande respiratoire a été sidérée. Autrement dit, cette vacherie-là, on appelle ça une capture des centres respiratoires, c'est une apnée centrale et obstructive en même temps. Et vous voyez qu'elle a des conséquences, puisqu'on voit que la statue se casse la figure, puis elle remonte, puis elle se recasse la figure, évidemment, à chaque fois, un peu après que l'apnée soit survenue.
Alors, ce phénomène de capture respiratoire, c'est la répétition d'apnées centrales à glotte fermée qui sont induites par la ventilation. C'est donc une obstruction qu'on appelle ça avec interruption de la commande respiratoire. C'est un phénomène réflexe de sidération par des modifications trop brutales des gaz du sang. Et il faut vous mettre à la place d'un centre respiratoire chez ces patients qui gère son patient. Et d'habitude, il gère le patient avec 50 de PO2, 55 de PCO2. Vous le corrigez trop bien. Il ne comprend plus rien, le centre respiratoire. Et tout se passe comme s'il cherchait à protéger son malade, puisqu'il commande son malade. Chacun son cerveau de grenouille, hein. Donc il cherche son malade. Donc il dit à son malade, écoute, tu ventiles trop, arrête de respirer. Apnée. Et puis il dit aussi, attends, il y a quand même un truc qui ne va pas bien. On continue à souffler, on continue à te gonfler les poumons. Non seulement tu vas arrêter de respirer, mais je vais fermer les voies aériennes, comme ça. Tu vas rester comme je veux. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que les variations gazométriques sont telles que tous les récepteurs envoient des signaux d'alerte au centre respiratoire qui dit, bon là, mon patient est hyperventilé, je ferme. Je ferme et je lui dis d'arrêter de respirer. Retenez qu'il ne faut pas affoler les centres. D'accord ? C'est ça l'idée. Mais vous expliquez bien les constatations cliniques. Le patient s'assoupit, il ralentit son rythme respiratoire jusqu'à l'apnée. Il y a une chute de conséquence de la saturation dans la suite. Évidemment, le réveil est déclenché par quoi ? Par la fréquence de sécurité. C'est-à-dire que la fréquence de sécurité que vous avez mis derrière, car on met toujours ces patients en mode ST, c'est-à-dire timed, c'est-à-dire avec une fréquence de sécurité, la machine détecte que ça, il n'y a plus de respiration, c'est-à-dire qu'elle le fait sur le calcul de son intervalle RR, hein, elle dit je ne reçois plus rien, paf, elle déclenche la fréquence de sécurité, et c'est ce que vous avez vu sur le schéma tout à l'heure, très régulière, tac, 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 c'est la fréquence de sécurité qui essaye de passer. Mais elle ne passe pas. Hein. Et alors elle ne passe pas parce que, évidemment, la glotte est fermée, donc à chaque fois que le système envoie une aide inspiratoire, ça fuit autour du masque. Ça ne peut pas aller dans le patient. Ouais. Alors, la reprise ventilatoire pendant quelques coups, ça va marcher, puis après, ça va revenir à l'apnée suivante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, vous ventilez trop votre patient. Primo, vous arrêtez de le ventiler. Hein ? Parce que si vous avez répondu, comme pour les apnées centrales, par une montée de la PEP, il ne se passe rien, vous alimentez les fuites. Et si vous avez répondu par une montée de l'aide inspiratoire et que ça passe un petit peu, vous allez encore aggraver le phénomène en hyperventilant un peu plus le patient. Alors, vous devez, ne pas serrer le masque comme un malade sous prétexte que ça fuit, mais comprendre ce qui se passe. Parce que quand vous serrez le masque comme un malade, la conséquence, vous la verrez en sortie de réa. On la verra sur les images suivantes. Vous stoppez la VNI. Vous la reprenez quelques minutes plus tard avec des paramètres qui sont beaucoup moins favorables. Autrement dit, vous faites de l'hypercapnie permissive, là encore, et vous verrez que le phénomène de capture s'éduquera au cours du temps, dans les heures qui viennent. Mais par contre, si vous avez des captures que vous n'arrivez pas à maîtriser et qu'il faut ventiler le patient, attention, vous pouvez avoir intérêt là à passer en réa pour intuber. Sur les captures très importantes. Alors, une capture trop importante avec des apnées prolongées, il vaut peut-être mieux passer en réa. Par ailleurs, attention, capture égale fuite égale infirmière qui sont très 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 bien disciplinées. On leur a dit les fuites c'est pas bien, elle sert avec des masques qui sont des masques de réanimation pas toujours terribles. Elles font bien leur boulot parce qu'elles font ce qu'on leur dit, puis elles veulent pas que ça fuit. Ah, le malade il est pas mort. Hein. Ouais. Mais alors il sort avec un escar au pif comme vous voyez ici là. Ça c'était les sorties de réa qu'on avait classiques, hein, parce que vous avez là sur la racine du nez il manque un peu de peau. Alors est-ce qu'on peut ventiler hors de réanimation ? Alors, il y a des recommandations qui sont faites par les sociétés savantes, en particulier dans cette fameuse séquence de 2006 où tout le monde s'est mis d'accord pour dire attention, il y a des critères associés à l'échec de la mise en route d'une VNI. Si le pH est inférieur à 7,25, c'est-à-dire quelqu'un de très acide, et que la fréquence respiratoire est au-dessus de 35 cycles par minute, et que le score de Glasgow est inférieur à 11. Pour mémoire, je remettrai dans la plaque suivante ce que c'est que le score de Glasgow. C'est un score de vigilance. Et vous faites une réévaluation précoce de votre ventilation. Si ça n'a pas changé à la deuxième heure, c'est que vous êtes toujours avec des chiffres de cet ordre.
c'est-à-dire 7,25 plus de 35,11, vous allez vous planter, il va falloir aller à l'intubation, très probablement. Vous avez moins de chances de passer, d'accord ? Bon, voilà pour mémoire ce que c'est que le score de Glasgow, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'AREA. Hein. C'est un score de vigilance qui est coté jusqu'à 15 et qui cote l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice à la stimulation. Et plus il est bas, moins c'est bon. Hein. Entre 9 et 7, c'est le coma lourd, et 6 à 3, vous êtes en train de mourir. Hein. Alors que quand vous ouvrez les yeux à la voix, que vous ouvrez les yeux spontanément, que vous avez des réponses verbales normales et que vous êtes aux ordres et bien orienté, vous avez un score à 15. Ça veut dire quoi qu'il ne faut pas ventiler les gens qui sont complètement dans les choux. Il vaut mieux finir de les endormir et les intuber si leur état de vigilance ne permet pas de continuer à les ventiler. Mais alors, est-ce qu'on peut ventiler hors réanimation ? Parce que toute la question est là. Parce que dans la vraie vie, on trouve assez souvent les indications de malades qui sont aigus, pas aigus, limite. Donc, si vous voulez, on peut le réaliser chez des patients qu'on a récusés pour l'AREA, parce que on pense qu'ils sont trop pourris, entre guillemets, hein, excusez-moi l'expression, du genre, ça fait 10e fois qu'il revient et il revient toutes les semaines. Bon, s'il doit passer, essayer de le passer en salle, on peut avoir un succès de temps en temps avec ça. Et puis les patients en fin de vie, par exemple, mais ça se conçoit que si la VNI leur apporte un confort, évidemment. Au total, on peut s'abstenir d'un passage en soins intensifs en donnant quand même une chance de survie à des patients. Mais ça n'est envisagé que dans les compensations modérées de BPCO et avec des équipes qui sont entraînées à le faire. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'équipes qui savent faire ça. Mais nous avons des publications qui montrent typiquement qu'un patient en décompensation aiguë débutante admis dans des lits de pneumologie classique, qui a été récusé par l'IUSI, peut passer en ventilation. Et il y a même des gens qui disent... Alors, vous avez un autre schéma aussi, c'est le patient que l'AREA vous passez, mais qui n'est pas fini. Ça c'est le quotidien du pneumologue, ça. Qu'est-ce qu'on va en faire ? L'AREA a dégagé ses lits, on va voir un exemple tout à l'heure, mais le boulot n'est pas fini. Ils ont fait leur boulot, le malade n'est pas mort, mais ils vous amènent un patient... c'est... pas une sinécure pour les personnels qui sont moins nombreux et les docteurs qui sont plus anxieux. Bien. Alors, le mode recommandé, c'est toujours la ventilation spontanée en aide aspiratoire avec une PEP. Hein, et puis, vous allez faire ce qui a déjà été fait dans cette étude, déjà publiée dans le Lancet en 2000, où vous voyez... Cette publication anglaise dans le Lancet montre que sur 236 patients randomisés, les uns qui étaient en exacerbation aiguë. Les uns avec le traitement standard, à l'époque on faisait pas de VNI, on faisait des aérosols, on faisait de la kiné, machin, avec 24 morts, et les autres chez qui on met de la VNI de toute façon, et on n'a que 12 morts et 106 survivants. Enfin bref, ça fait quelque chose. Ce type d'étude a été repris par Christophe Perrin, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis par d'autres équipes qui ne l'ont pas publié, mais c'était dans notre quotidien aussi. C'est que, grosso modo, la VNI est praticable et efficace au cours d'une insuffisance respiratoire modérée. En général, si vous prenez à peu près 7,30 de pH comme critère, sur un BPCO en poussée de décompensation qui débute, vous allez gagner du temps et du confort et éviter pas mal de passages en réanimation si vous savez mettre en route une VNI de façon correcte, à condition d'être équipé et avoir une équipe qui sait le faire. C'est tout à fait faisable et ça se fait dans tous les services de pneumologie qui en ont l'expérience, au point que quand Christophe a publié ça en 2015 dans la revue de la SPLF, ça a fait l'objet d'un éditorial par des étrangers italiens, et qui sont des Italiens qui savent bien ventiler. Et je vais vous le lire complètement parce que c'est important. Bien que cela puisse apparaître paradoxal, de plus en plus d'études laissent penser que traiter précocement en salle par VNI est plus sûr et plus efficace, et de fait vital, que traiter tardivement des patients sévères en unité de soins intensifs qu'on a traînés pendant longtemps avant de prendre les décisions. Avant tout, une importante augmentation des mises en place de VNI en aigu doit être anticipée. Vous arrivez avant que ce soit la guerre totale. Hein. L'époque où l'utilisation de la VNI en salle faisait débat est dépassée. Nous devons aujourd'hui identifier et réfléchir à la meilleure façon d'organiser le fonctionnement de nos secteurs de soins traditionnels pour mettre en place des traitements de VNI en situation aiguë, évidemment, en restant raisonnable. Je ne vous parle pas du type de 30 ans qui a 7,19 de pH et qui est en train de vous claboter dans les... ça, c'est mal de le garder en salle, celui-là. C'est pas bien.
Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. On va traiter ensemble une situation subaiguë. Alors, elle est typiquement dans la vraie vie. On va prendre un obèse, qui est une obèse. C'est une patiente obésité hypoventilation, à peine sevrée de la ventilation d'une poussée hypercapnique en soins intensifs. Donc, vous savez ce qu'elle a, parce que les soins intensifs, pendant quelques jours, ils ont montré les gaz du sang, tout ça. Ils ont montré qu'ils ont tout bien fait, puis ils se sont dépêchés de vous passer à la patiente, parce qu'il y en a une autre qui poussait à la porte. Donc, vous la retrouvez dans vos lits le matin. Donc, votre surveillante lève les bras au ciel en disant où est-ce qu'on va coucher l'entrant. Mais bon, vous avez le patient dans le lit, et voilà. Et c'est un peu le patient, vous allez avoir à prendre des décisions pour continuer. Hein. Alors là, on fait de la VNI. On est en VNI, si vous voulez, du patient pas fini. Il reste subaigu. Et on va s'aider des machines qu'on a et des moyens modernes. Je vais vous en donner un exemple. Voilà cette patiente, c'est typiquement ce que je vous ai raconté, passer une réanimation. Alors, vous ne voyez pas qu'elle est obèse là-dessus, mais je vous garantis que si j'avais pris la photo complète ici, ben, elle sortirait largement du cadre. Et puis, vous voyez, on n'a pas encore parlé de régime, donc elle est toujours sur le régime de banane. Mais on en parlera après, hein, sur l'obésité, c'est le traitement de fond. Là, on a une patiente qu'on nous a passée avec un masque. Il n'est pas recommandé de reprendre les constantes que vous ont passé les réanimateurs, parce que c'est avec des machines souvent très différentes. Hein, et donc, vous allez vous-même prendre une machine. Et nous avons des machines avec des écrans. Vous ouvrez une clé et ces écrans vous permettent de suivre ce que vous faites sur des courbes et des données chiffrées qui monitorent parfaitement ce que vous êtes en train de faire, en même temps que la clinique, que vous n'oubliez pas, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous faites une mise en route de VNI. Vous avez un avantage sur ces patients qui sortent de réa, c'est qu'ils sont hyper reposés parce que enfin ils cessent d'entendre bip 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 point truc, toutes les machines autour des voisins de chambre. Hein. Et donc vous allez mettre en route votre machine. Alors vous allez ouvrir son écran et vous allez prendre ici ce qu'on appelle le mode ST. C'est la dénomination anglaise de la VNDP qui est très couramment utilisée. Ça veut dire Spontaneous Timed. Ça veut dire que c'est une respiration spontanée, c'est une aide inspiratoire spontanée. Timed, ça veut dire que vous avez mis une fréquence de sécurité. Ah oui, la machine vous propose ici pathologie SOH, donc vous partez un peu au pif, hein, avec une EPAP à 7, une IPAP à 14, ce qui vous fait une aide à, bravo, ils suivent, c'est bien, et une fréquence de sécurité à 12, d'accord ? Vous mettez ça sur le nez de votre patiente, mais regardez ici en haut, vous avez ouvert la clé ici, et donc l'écran, vous pouvez d'une pression du doigt changer d'écran sans arrêt en même temps que vous faites votre surveillance clinique. Et deuxième donnée très importante, ces machines admettent qu'on mette un oxymètre sur leur derrière et vont pouvoir vous donner en même temps la courbe d'oxymétrie, donc c'est Byzance. Et mieux encore, on le verra tout à l'heure, elle garde en mémoire tout ça si vous voulez le réanalyser après. Alors, que demande le peuple ? Alors, vous avez ici, sur cet écran de 5 minutes, où vous apercevez en haut la ventilation minute calculée chez votre patiente, et en bas, la fréquence respiratoire, et vous voyez que ça oscille. Bon, très bien, cette ventilation oscille, elle n'est pas parfaitement stable. Vous prenez l'écran suivant, et on va s'arrêter un petit peu ici pour expliquer cet écran, qui n'est pas très compliqué en soi. Vous avez en haut une donnée essentielle. Vous voyez, c'est marqué là, il y a marqué fuite. Vous voyez, il est sympa le truc, il vous dit que ça ne fuit pas. Puisque le trait ici, hein, la fuite, évidemment, il prend en compte la fuite obligatoire qu'il y a pour le masque, puisqu'on est en ventilation à un niveau de pression avec une fuite obligatoire, mais il n'y a pas de fuite au-dessus du niveau toléré, sinon le trait il serait là. Hein. Et puis en dessous, vous avez deux courbes, et vous voyez ici, j'ai la courbe. On est au niveau 7, c'est l'EPAP, et le niveau 14, c'est l'IPAP, donc l'aide est bien à 7. Et ça, c'est la courbe de pression. Donc regardez, la pression, elle part de 7, marquée dans le livre, elle fait ce qu'on lui dit. Elle monte, elle s'arrête à 14, elle redescend. Elle monte, elle s'arrête à 14, elle redescend. Et vous voyez, il n'y a pas tout à fait la même torme ici et là. Alors, ici, au début, vous voyez un petit triangle qui va vers le haut, hein, sur cette image. Ça veut dire que c'est la machine qui a déclenché. Elle n'a pas reçu l'appel du patient. Ici, vous avez un petit triangle vers le bas. Ça veut dire que c'est la machine qui a arrêté. Et puis ici, petit triangle vers le haut, c'est la machine qui a déclenché. Mais là, c'est la patiente qui a piloté l'expiration. Et là, c'est la patiente qui pilote tout. Et regardez bien, là. Ça, c'est le débit. Ce qui passe dans la patiente, c'est là, vers le haut, ça. Débit inspiratoire, là. Débit inspiratoire, là. Débit inspiratoire, là. Débit inspiratoire. Ben, vous remarquez tout de suite une chose.
c'est que quand c'est la patiente qui commande, ça passe drôlement mieux le débit. On est d'accord, hein? La bosse, là, du débit, elle est quand même bien meilleure. Alors que là, quand la machine pousse et qu'il passe pratiquement rien, ben ça veut probablement dire qu'elle pousse sur des voies qui sont fermées. OK? Hein? Et puis là, quand le patient respire, ça s'est ouvert. Alors vous vous dites, mais c'est peut-être quelqu'un qui fait des apnées, surtout que c'est une obèse. Je vais aller regarder la courbe de saturation. Donc vous y allez. Et vous voyez que sur cet écran de 10 minutes, que cette courbe de saturation, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée, bah oui, il y a des dents de peigne. Évidemment, ce n'est pas des dents de peigne très serrées, puisque vous êtes sur un écran de 10 minutes. Hein, c'est des dents de peigne à démêler, mesdames. Donc, si vous voulez, vous vous dites, il va y avoir des apnées. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme premier réflexe chez cet obèse? Ben, évidemment, vous allez monter les papes. Vous n'avez même pas besoin de bouger les papes. Hein, vous montez les papes, peut-être qu'il y aura un peu moins d'aide, mais vous allez essayer de faire disparaître les dents de peigne. Et alors là, vous allez voir que votre courbe d'oxymétrie, elle est quand même plus sympa. Mais est-ce que vous allez être content pour autant? Vous allez passer à l'écran suivant, vous allez dire, ah bah ouais, vous voyez, j'en suis ici à 9 et 14, mais j'ai une saturation qui est à 82% pour un volume courant à 270. Pour cette grosse dame, c'est quand même pas beaucoup. Donc il doit y avoir un problème parce que ma saturation, elle est toujours basse. Peut-être que j'ai plus d'apnée, hein, ou moins d'apnée, mais ça va pas. Donc évidemment, hein, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez monter l'IPAP, c'est-à-dire remettre un peu plus d'aide. Voilà. Là, vous avez vu, j'ai mis un point d'EPAP et puis de l'IPAP. Et là, il y a encore quelques dents. Mais vous êtes avec 90% de saturation et 419 de volume courant. Et clairement, les choses vont mieux. OK? Et alors, vous allez finir votre réglage. Alors, regardez, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que vous allez me dire, mais il n'y avait plus d'aide, docteur. 12 d'EPAP, 16 d'IPAP, ça fait que 4 d'aide. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui finissent sur PPC simple. Hein, et on n'est pas loin d'une PPC simple, là. Alors après, quand même, il ne faut pas s'arrêter là, parce que ça, c'est un essai qui va se faire sur 1 heure ou 2. Mais il va falloir regarder ce qui se passe après. Quand on est en décubitus, c'est que la patiente dort une nuit complète. Vous aurez probablement à modifier encore les paramètres. Et ça se fera grâce à l'étude de ce que relèvent les logiciels dans les machines qui sont extrêmement performants à ce sujet. Hein, voilà, la correction obtenue, 92% de satu, 100 mètres d'oxygène en plus. Hein. C'est sous air pur, ça. Alors, maintenant, on va mettre en route une VNI. Alors, on a mis semi-chronique. Maintenant, on va mettre en route une VNI en situation chronique. Alors, la situation chronique, c'est très différent de la situation aiguë. Vous n'êtes pas dans un problème d'épuisement respiratoire qui va faire monter la capnie et chuter rapidement la PO2. Vous êtes dans la constitution lente d'un nouvel équilibre par les centres respiratoires chez un patient qui traîne une pathologie, soit une obésité, ou une neuromusculaire, ou pariétale, depuis des mois, voire des années. Et donc, si vous voulez, vous n'intervenez pas là en situation de crise, sauf si vous arrivez au stade terminal. Alors, c'est quoi cette maladie? C'est en fait l'évolution d'une hypoventilation alvéolaire sur des mois ou des années. C'est-à-dire que c'est une hypoventilation alvéolaire chronique qui s'est installée. Alors, vous le savez parce que vos gaz du sang vous disent qu'il y a une hypoxémie, hypercapnie. Et ça a commencé par des anomalies la nuit, dans la zone bleue, si j'ose dire, là, hein, avec des anomalies des gaz du sang, qui peuvent être des apnées, des vagues, machin. Et puis, à un moment, l'anomalie est apparue au jour, c'est ce qui est écrit ici, abnormal daytime gaz exchange, ça veut dire que vous avez une hypoxémie et une hypercapnie, donc c'est la définition d'une hypoventilation alvéolaire. Quelle est l'histoire naturelle d'une hypoventilation alvéolaire? Depuis les temps préhistoriques jusqu'en 1950 à peu près, les gens qui avaient une hypoventilation alvéolaire, Quasimodo, Notre-Dame de Paris, ça devait avoir une hypoventilation alvéolaire à la fin. Hein. Eh bien, les symptômes augmentent dans la journée de plus en plus. Ils se mettent en insuffisance ventriculaire droite avec un cœur pulmonaire chronique. Et finalement, ils arrivent en insuffisance respiratoire aiguë. Alors vous allez me dire, on voit plus ça de nos jours. Ben si, parce que très souvent, et en particulier chez les obèses, on les découvre. 30% d'entre eux sont souvent découverts qu'au stade d'insuffisance respiratoire aiguë, ils arrivent direct en réa, parce que le processus s'est fait lentement et vous vous retrouvez dans la situation où on était avant. Mais maintenant, on en arrête de plus en plus en route, si j'ose dire, parce qu'on a nos labos du sommeil
qui fait qu'on a des gens qui arrivent sur l'ordre de jambes et on leur fait un gaz du sang parce qu'on a de bonnes raisons de les faire, parce qu'ils sont obèses ou qu'ils ont un peu la BPCO, et on se dit flûte, il est hypoxémique, hypercapnique, celui-là, c'était pas écrit sur son front, mais il l'est. Et ça veut dire que, grosso modo, il a, en plus de son syndrome des apnées du sommeil soupçonné, ou alors il l'a pas d'ailleurs, il a une hypoventilation alvéolaire, et ça a une importance pronostique importante. Oui, alors, la conception actuelle de ça, hein, alors si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la saturation durant la nuit, elle monte, hein, elle monte un peu plus en sommeil paradoxal, et on finit la nuit avec une saturation, c'est-à-dire une hypoventilation alvéolaire, qui est plus sévère que ce qui était la veille au soir. C'est les fameux gaz du sang en fin de nuit qui vous montrent, et ça, c'est un signe que ça va se déstabiliser, que la PCO2 monte. Alors, dans la journée, ça va redescendre un petit peu, mais ça ne va jamais se normaliser, et d'une nuit à l'autre, ça va monter de plus en plus. La conception actuelle, c'est que quand ce processus chronique se produit, les centres respiratoires s'habituent et règlent leurs patients à un niveau de compromis qui fait qu'ils les laissent vivants avec une hypoxémie et une hypercapnie. C'est pour ça qu'on en a plein qui se traînent, certains avec leur petit chariot d'oxygène derrière eux, hein, parce que c'est compatible avec la vie, mais évidemment, vous êtes limité dans toutes les activités sur le plan fonctionnel. Hein, avec des... Bon, et ça, c'est dû au fait que les centres sont désensibilisés aux stimuli, en particulier aux stimuli acides. Alors, voilà ici, enregistré dans le service, la courbe typique d'un patient restrictif ici, qui monte sa PCO2, il le monte plus en sommeil paradoxal, là le sommeil n'est pas figuré, là-haut c'est la satu, et vous voyez, il finit sa nuit beaucoup plus haut que, avec une PCO2 beaucoup plus haute et une saturation plus basse que en début de nuit. Donc en fin de nuit, il est comme ça. Bien, si je lui mets une machine, je sais contrôler cette montée de CO2 durant la nuit. Et c'est ce que vous avez ici chez le même patient la nuit suivante. Le CO2 descend, la PCO2 descend. Tenez pas trop compte des courbes de satu parce qu'il y a de l'oxygène additionnel. Hein. Donc vous voyez, alors si je raisonne juste, je dis, bon, une PCO2 qui monte durant la nuit, ça a fini par faire une PCO2 permanente élevée durant la journée. Si moi, chaque nuit, je mets une machine à ce patient et que je la fais redescendre, si mon raisonnement est juste, j'ai une bonne chance que ça se corrige et que je retrouve des PCO2 normalisés et des PO2 normalisés dans la journée. Donc c'est ça le raisonnement. Ce raisonnement était tout à fait logique et il a été immédiatement contrôlé par une série de restrictifs chez Dominique Robert et Léger, par les Lyonnais, vous voyez, dès 89. Ils ont publié une série d'une petite vingtaine de patients restrictifs qui étaient des hypoventilations alvéolaires pures. Et vous avez ici la somme de leur gaz du sang, alors un an avant, c'est-à-dire que ce sont que des syphosquelétiques et des neuromusculaires stables. Hein. Ils ont ici une PCO2 qui commence à monter, hein, qui est à 48 à peu près en moyenne, et une PO2 à 62. On ne fait rien pendant un an. On revient un an après, on les surveille quoi en gros. Et on leur fait les gaz du sang, et vous voyez, la PCO2 elle continue à grimper, et la PO2 à descendre. Ici, on met en route une VNI discontinue. Un an après, on revient faire les gaz du sang, dans les mêmes conditions, à chaque fois, sous air en air ambiant, et vous avez une PCO2 qui est normalisée, et une PO2 qui est meilleure que ce qu'elle était 2 ans avant. Autrement dit, en faisant de la ventilation discontinue nocturne, j'ai fini par normaliser, évidemment, la gaz du sang de ces patients. Et bien entendu, les démonstrations cliniques ont été faites que je normalisais non seulement les gaz du sang, mais aussi la clinique, c'est-à-dire leur capacité à l'effort, etc., etc. Je veux dire, bien sûr, leur qualité de sommeil même. Alors, on sait que la réponse au traitement par la VNI chronique est d'autant meilleure que l'étiologie, c'est-à-dire que la cause de l'hypoventilation alvéolaire, est pariétale ou musculaire. Et on le sait par les courbes de survie. Les meilleures survies obtenues sur VNI, c'est-à-dire là où on obtient des courbes de survie, ce sont les patients qui ont des poumons normaux. Ils ont des anomalies. Par exemple, le syphosquelétique, il est complètement tordu. Il a des poumons enfermés dans une cage thoracique complètement tordue, mais le poumon est normal. L'obèse, c'est pareil. Si vous prenez des gens qui ont des poumons qui ont souffert sur le plan parenchymateux, on va voir que ce n'est pas la même paire de manches quand on s'occupe des BPCO qui sont en bas. Donc, plus vous êtes pariétal ou neuromusculaire sans atteinte musculaire et sans évolutivité de la maladie, mieux vous répondrez à ce traitement chronique. Alors, quand est-ce qu'il faut ventiler? Alors, selon les étiologies, c'est un peu différent, mais je vous ai mis par ici
c'est-à-dire quand l'anomalie des gaz du sang est apparue. Il y a des nuances parce que maintenant, il y a des enfants qu'on essaie de ventiler un peu plus tôt au stade des anomalies nocturnes, etc. Mais grosso modo, vous allez avoir, vous en occuper en pneumologie quand ils ont une hypoxémie et une hypercapnie. Alors, il y a deux cas de figure. Les indications classiques chez les restrictifs, de mise en route d'une VNI devant un syndrome d'hypoventilation alvéolaire qui commence à devenir symptomatique. Et puis les BPCO ventilés chroniques qui sont beaucoup plus compliqués, pour lesquels les démonstrations ont été beaucoup plus difficiles. Parce que vous retenez bien l'idée, BPCO aigu, il n'y a pas de discussion, on remet à l'état chronique. Mais une fois qu'on est revenu à l'état chronique, est-ce qu'on a intérêt à continuer à ventiler? On va traiter cette question pour finir, mais on va regarder d'abord comment on initie la ventilation d'un restrictif. La technique clinique, c'est la même que celle qui est décrite auparavant, c'est-à-dire qu'on reste à côté du patient et on regarde ce qui se passe. En fait, on fait la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on est moins stressé. C'est mieux et pour le patient et pour nous, bien sûr. Donc le choix des paramètres est un peu différent. On est plus volontiers en masque nasal, parce qu'on sait que c'est un masque nasal, autant que faire se peut, qu'on essaiera de maintenir à la maison. Et on n'ajoute pas d'oxygène, sauf s'il y avait une hypoxémie très sévère associée. On travaille en air pur. On prend toujours le même mode ventilatoire, le mode ST, Spontaneous Time Mode. Les niveaux d'aide qu'on utilise sont moins élevés que dans la poussée aiguë de notre BPCO. Ça va être de 8 à 10 pour commencer, toujours avec une pressurisation rapide. Et la consigne, c'est de respirer par soi-même naturellement, le plus naturellement possible, en gardant la bouche fermée. Et on reste à côté de son patient et on fait exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. Mais par contre, ce que je vais vous montrer là, c'est un patient chez qui on a fait ça, et qu'on a suivi après d'une nuit à l'autre pour voir ce qu'on a fait en utilisant non pas l'écran directement pour régler, mais le logiciel de la bécane qui nous donne des tas de renseignements en même temps que la clinique. Donc les réglages des jours de ventilation, ça se fait en gros en hôpital de semaine. Le type, il arrive, ou la femme, elle arrive le lundi, elle sort le vendredi, dans les meilleurs des cas, dans les très bonnes indications. Ça peut même se faire à domicile, que vous avez des équipes entraînées pour le faire. Bien, alors là, regardez ce que je vous montre, c'est sur un logiciel. Alors ça, déjà, ce truc que vous voyez ici à droite, c'est qu'on a déjà vu, ce sont des courbes de PCO2 transcutané. Donc vous voyez ici, là où il y a une flèche bleue, on démarre la ventilation. La PCO2, là, on a à peu près 30 minutes à 3 quarts d'heure de ventilation. La PCO2 chute, et là, la statue qui est en dessous, là, on avait arrêté l'oxygène, vous voyez, hop, elle monte. Et donc, vous voyez que ici, vous avez l'air d'être efficace. Mais la machine, elle a enregistré ça aussi. Comme la machine, elle a aussi son oxymètre, vous n'êtes pas sans voir que cette courbe de statut, là, comme par hasard, c'est exactement la même que celle que vous avez ici. Simplement, vous n'avez pas de PCO2, là. Ici, en dessous, vous avez le débit, et ici, la pression d'aide. Vous voyez d'ailleurs que là où j'ai mis une flèche bleue, on a un petit peu modifié la pression, elle monte d'une marche. Bien. Vous faites ça. Vous faites votre séance de réglage de jour, comme on a fait ici, avec ces aides-là, et vous dites, et vous êtes comme d'habitude très content de vous. Bien. Voilà. Alors là, on va zoomer sur les courbes, vous êtes en air pur, vous avez une IPAP à 13, une IPAP à 5, ça vous fait une aide à 8, une fréquence de sécurité à 12, et vous avez ici cette petite séance qui a été faite là, qui est résumée ici sur un tableau d'une heure. Vous pouvez regarder en bas deux choses très importantes. Ici, il n'y a pas de fuite. Ça, c'est très important. Vous êtes en dessous du trait rouge. Deuxièmement, vous avez une bonne synchronisation entre ici, le débit qui passe dans le patient, respiratoire, expiratoire, respiratoire, expiratoire, et la pression d'aide que l'on voit en dessous, là. Bien. Vous avez une saturation qui est à 92% au fauteuil. Ça vous paraît correct. Vous allez donc faire votre nuit avec ces paramètres, et vous allez pouvoir vous passer de la capnographie, d'autant plus que vous êtes en air pur, donc toutes les montées de saturation seront forcément dues à des baisses, à des augmentations de la ventilation alvéolaire, et non pas au fait qu'on a tourné le robinet d'oxygène pour faire des plus belles courbes. OK ? Eh bien, vous faites une nuit avec ces caractéristiques-là, et vous allez interroger le logiciel de la machine. Vous lui dites, dis-moi si la statue est bonne, pendant la nuit, et vous dit, écoute, mon vieux vieux, tu as une saturation inférieure à 90% pendant 7h59 minutes sur un enregistrement de 8 heures. C'est pas terrible. Je suis pas terrible, bon, très bien. Donc je vais immédiatement regarder s'il y a des fuites. Il me dit non, ça fuit pas.
Par contre, tu as une fréquence respiratoire à 17. Bon, ok, c'est le patient qui respire à 17, avec un volume courant à 410 et une ventilation minute à 7 litres 2. Donc, vous dites, on va refaire une deuxième nuit, on va changer les paramètres. Mais avant, vous avez regardé s'il y avait un bon synchronisme entre les pressions, les débits ici et les pressions en bas, et si ça fuyait pas, ce que la machine vous dit. Elles sont sympas, ces machines, elles sont faites pour ça. Simplement, elles vous montrent que la satu est en permanence un petit peu trop basse. Bon, évidemment que une fois que vous avez ce renseignement obtenu avec la première nuit, vous allez monter progressivement votre aide jusqu'à avoir une EPAP à 5, une EPAP à 17, une fréquence à 10. Et là, le smiley, c'est le Dr Vio, parce que il n'a que 24 minutes qui est en dessous de 90%. Et pour un volume courant à 800 et une ventilation minute à 8 litres 8, c'est ce qu'il fallait aux patients. Tout le monde sont contents, d'autant plus que ça ne fuit pas quand on regarde et qu'il y a une bonne synchronisation entre le débit et la pression. Et là, il y a une chose qui est amusante, qui m'a beaucoup amusé sur ce type de patient, c'est que vous voyez le patient, là, sa fréquence respiratoire en bas, ce que vous avez, c'est 1 minute. Et si vous comptez, il respire à 10. Il s'est calé sur la fréquence de sécurité. Tout bêtement. Et c'est ce que faisaient nos patients avant quand on les ventilait en volumétrique. On ne ventilait que des bonnes indications avec des machines évidemment beaucoup moins performantes comme les Monal ou les Éoles. Mais on demandait aux patients de se laisser faire. Et quand ça se passait bien, et ça se passait bien souvent, alors qu'on soufflait un volume courant à une fréquence, le patient se laissait faire. Et là, on retrouve ce type de réflexe pour une machine qui n'a pas été faite pour ça. Mais bon, ça fait comme pareil. On aurait peut-être pu d'ailleurs le ventiler avec une fréquence à 12 et une aide un peu moins élevée. Ça aurait probablement donné le même résultat. Bien. Toujours la même règle de base pour le suivi à moyen terme, savoir prendre son temps tout en continuant à surveiller le patient. Alors, votre suivi à moyen terme, ça va être quoi? Ça va être que vous allez le revoir en consultation avec l'aide des logiciels que vont vous donner évidemment vos prestataires et puis les gaz du sang que vous ferez, vous, à votre consultation, mais on n'attend pas forcément un résultat instantané. Voilà un exemple typique des 10 premiers jours avant le retour à domicile d'un patient squelettique que vous ventilez. Regardez. Celui-là, il rentre à 45, 65, 7, 33. Il n'est pas bien. Oligurie, hépatalgie, dyspnée. Il est en train d'arriver au bout du rouleau. Hypoxémie, hypercapnie, œdème des membres inférieurs. Bon, vous le mettez sous sa VNI, vous obtenez 60 de PO2, 60 de PCO2, 7,36 de pH, saturation 94%. Alors vous allez me dire, vous êtes très mauvais? Non, je ne suis pas très mauvais. Je suis tout simplement pas pressé et je ne veux pas le corriger trop vite. Par contre, si je reviens au 3e jour ici, et que je refais des gaz du sang dans les mêmes conditions que ceux du premier jour, c'est-à-dire en air et non plus sous machine, j'ai la PO2 qui a pris 10 points, la PCO2 qui a commencé à descendre, le pH est correct, j'ai une bonne satu, et critère très important, il commence à pisser. La diurèse amorcée, tous les gens qui font de l'arrêt vous disent que quand on ventile quelqu'un, si la ventilation est efficace, il pisse ses œdèmes. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, vous mettez à profit votre séjour de ce patient qui est rentré un peu instable pour lui apprendre à se ventiler, pour affiner vos paramètres d'une nuit à l'autre. Entre-temps, il a appris à mettre un masque, à faire ce qu'il faut et à appuyer sur le bouton. Et vous avez fait livrer sa machine par votre prestataire de façon à ce qu'il parte avec sa machine à la maison. Okay. Mais quand il sort, il n'est pas fini. Il a une PO2 à 65, une PCO2 à 58, un pH à 7,39, une saturation à 93%. Il a perdu 3 kilos. Ma concierge dirait, il maigrisse en plus. Mais il a perdu des œdèmes, en fait. Donc, il a perdu l'eau et le sel. Ouais, les œdèmes, la dyspnée, tout ça. Donc. Et d'ailleurs, c'est là qu'il vous engueule, vous allez voir. Pas tout de suite. Parce que là, il était rentré à 45. Il est sorti avec 7 gazos. Vous le voyez à un mois, vous avez 67 de PO2, 55 de PCO2. Ouais. Il y a des petits ajustements à faire à domicile. On pourrait faire mieux, d'ailleurs. On a fait ces petits ajustements. Et là, 70-48. Voilà. Et là, le patient vous engueule. On est d'accord? Pourquoi il vous engueule? Parce qu'il est essoufflé. Alors vous dites, alors c'est là que c'est important de prendre en charge les patients chroniques et de les accompagner, parce que vous êtes obligé de leur rappeler que quand vous les avez pris en charge, ils ne quittaient pas la chambre depuis 3 mois. Et maintenant, ils commencent à râler parce que quand ils reviennent des courses avec leur cabas, il faut qu'ils s'arrêtent une fois à 800 mètres du marché. Bon, alors vous dites, écoutez, ok, on a fait pas mal de choses, mais maintenant vous avez 65 ans, c'est pas très vieux, je suis d'accord, mais bon, 70-48, là d'où vous venez, ça va peut-être encore un peu s'améliorer, il ne faut pas s'énerver, je veux dire, c'est quand même mieux. Ah ouais, docteur. Et puis, comme ça s'instaure la confiance et le lien. Et moi, j'ai des patients assez
futés qui s'étalonnent eux-mêmes et qui savent revenir vous voir en vous disant « je sais que ça ne va pas parce que là, depuis 6 mois, j'allais au marché et je revenais et je n'avais pas un arrêt et là, je m'arrête 3 fois au retour, il doit y avoir un truc. » Effectivement, et vous retrouvez qu'il y a un truc. Le patient s'auto-étalonne lui-même sur son activité. Alors, le cas particulier de plus en plus fréquent, c'est le problème d'initier la ventilation chronique du BPCO. Alors, on va finir par ça. Voilà. Est-ce que, tout à l'heure, on a ventilé un patient en aigu? On l'a ramené à sa gazo standard. Et le traitement standard, je vous rappelle, c'était quand même de le mettre à l'oxygénothérapie. Et ça, on l'a démontré depuis les années 80, c'est-à-dire les 2 grandes études, le NOT et le NOT et puis l'étude du MRC, que grosso modo, on a amélioré la survie et le confort de vie chez les patients BPCO quand on les mettait sous oxygène par rapport à ceux qui n'avaient pas d'oxygène. Et en plus, il fallait démontrer de NOT au moins 18 heures sur 24 pour que ça améliore l'HTAP, la performance et la survie, bien entendu. Bien. Donc le traitement de référence, en dehors des bronchodilatateurs, de la kiné, du machin, du truc, c'est l'oxygénothérapie. Et la question posée, c'est est-ce que, en ajoutant une ventilation à ces patients, je vais faire mieux que l'oxygénothérapie pour leur survie? Donc, ça veut dire que je vais être obligé de tirer au sort entre une série qui est sous oxygénothérapie et une série qui est sous oxygène plus VNI. D'accord? Et chez les patients en état stable. Donc, et là, ça a été beaucoup plus compliqué. La ventilation chronique des BPCO, c'est compliqué chez ces patients distendus parce que, regardez, ici, ce que vous voyez là, à droite de l'écran, c'est ce qui se passe quand vous soufflez dans quelqu'un à poumons normaux, comme un obèse. Ouais, ça, vous faites, là, c'est sous machine. Vous soufflez dedans, pof, il tombe facile à 40. Vous soufflez dans le BPCO, il est à 58, là, hop, vous descendez à peine à 50. Et pourquoi? Parce que vous soufflez dans de l'emphysème, dans des trucs, dans des machins. Vous savez pas où ça va. Au pire, regardez ce poumon là. Ouais, dites-moi où va la ventilation. À part vous foutre un pneumothorax en quelques minutes, il va falloir se calmer, d'accord? Donc évidemment, c'est pas du tout comme les gens à poumons normaux. Et ça explique d'ailleurs que quand on regarde les courbes de survie sous VNI, eh bien les BPCO, qui sont là, ils sont en queue de peloton pour les survies. Il y a beaucoup plus de mortalité chez ces patients, c'est du moins les courbes qu'on avait dans les années 2000. Bien. Donc, les experts se réunissant ont dit, eh bien, en cas de BPCO, il ne faut pas ventiler les patients, sauf s'ils ont fait plusieurs poussées qui sont au-dessus de 55 mm de mercure. Vous voyez, c'est vachement facile parce que vous voyez arriver un BPCO qui arrive. D'abord, vous ne savez pas très bien dans quel état il est si c'est la première fois que vous le voyez. Vous demandez au patient, mais c'est votre combienième poussée? Vous êtes, il ne sait pas trop, il ne sait rien, vous ne savez rien non plus. Voilà. Donc comment faire? Ce n'est pas facile. Le problème de prendre la décision. Alors on s'est dit, bon, ce qui serait assez intelligent, c'est ce qui se passe, de regarder ce qui se passe dans la vraie vie au moment de prendre la décision de savoir si on va ventiler notre BPCO ou pas. En pratique, ce problème se pose très souvent quand il sort de réa. Vous ne savez pas comment il était avant, vous allez lui faire un bilan. S'il est connu comme le loup blanc dans le service, ça va aller. Mais sinon, on va essayer de voir. Alors, des études ont été faites. Il y en a eu 2. Faut-il... En fait, la question posée au pneumologue, c'est est-ce que je continue la VNI? À ce moment-là, il faut que je m'enquiquine à la régler et que je fasse sortir sous VNI, ou est-ce que j'arrête tout? Voilà. Donc, il y a 2 études Princeps. La première faite est publiée dans le Thorax en 2014, qui montre que c'est pas très probant en termes de survie et de probabilité de survie et de mortalité. Ils randomisent 210 BPCO avec une hypercapnie persistante au-dessus de 45 dans les 48 heures après une poussée hypercapnique. Pas de différence sur le délai de réadmission ou de décès. Pareil, il y en a un autre qui arrive derrière, qui s'appelle Murphy, qui est connu dans les milieux de la pneumo internationale, et qui dit, pas du tout vrai, parce que moi, je randomise 116 BPCO avec une capnie persistante supérieure à 52, 2 à 4 semaines après une poussée hypercapnique en réa, et j'ai un résultat positif pour la VNI. Alors, quelle est la différence entre les 2 études? Forcément, il y en a une. Premièrement, dans l'étude, la première étude, les BPCO sont prises tout de suite à la sortie de réa, et juste supérieure à 45. Or, nous savons tous que quand un BPCO sort de réa, qu'on ne le ventile pas, il met un certain temps à se stabiliser et continue à améliorer ses gaz du sang sans qu'on le ventile. Tandis que dans la deuxième étude, et puis troisièmement, la première série est ventilée avec des pressions moins élevées. La deuxième étude, c'est les pressions plus élevées et des BPCO et des PCO2, plus élevées
et après attendre de stabilisation post-réanimation avant de démarrer la VNI. Alors, de toute façon, les effectifs de BPCO qui sont... Alors, oui, ça invite, si la PCO2 reste très élevée, après qu'on ait attendu suffisamment, à continuer à ventiler le patient qui sort de réa. Mais ça fait encore beaucoup de BPCO à ventiler. Et est-ce que c'est très raisonnable de courir derrière tous les BPCO qui se promènent dans la rue pour leur dire « faut vous ventiler, monsieur, parce que vous avez une PCO2 à 55 ». Alors qu'ils ne demandent rien à personne, un certain nombre d'autres. Hein. Alors là, ça a été plus compliqué. La première étude où on a vu une différence, ça a été faite par les Australiens, publiée dans Thorax en 2009, et qui montre que, grosso modo, en tirant au sort oxygène simple versus VNI, vous allez avoir, c'est l'étude de McEvoy, hein, une petite amélioration des courbes de survie. Vous voyez qu'on voit ici, là. Hein, ceux-là, hein, la survie à 3 ans est un petit peu meilleure. Puis après, il n'y a plus assez d'effectifs pour pouvoir conclure. Et la conclusion de cette étude, c'est que ça se fait au détriment de la qualité de vie. C'est-à-dire qu'ils vivent plus longtemps, mais ils ne sont pas contents. Bon, on se fait engueuler plus longtemps, quoi. En gros. Hein. Et puis, il y a une étude très importante, qui est l'étude allemande, qui est sortie et qui a tout changé, et qui est parue en 2014, et qui nous avait tous étonnés à l'époque où elle est sortie, parce qu'on savait que les Allemands ventilaient plus fort. Hein, il y a Panzerdivision, ils ventilaient très fort. Et donc, une seconde étude qui est parue en juillet 2014 pour le congrès international sur la ventilation, et qui montre une franche amélioration de la survie et de la qualité de vie chez les patients BPCO ventilés. À 1 an, une mortalité de 12% dans le groupe traité et 33% dans le groupe contrôle. Donc évidemment, on est tous allés voir ce que c'était que cette histoire-là. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec ces gens-là, avec un certain nombre de copains, pour savoir comment ils faisaient, parce qu'on voyait leurs publications. On a bien regardé de près dans cette étude. D'abord, regardez la sélection des patients, elle est en bas de la diapositive. 195 patients recrutés de 2004 à 2011, dans 36 centres randomisés. Ça veut dire qu'on s'est acharné à prendre des patients qui étaient en état stable pendant au moins 3 mois et qui avaient des PCO2 et des PO2 élevés, et on n'a pas mêlé là-dedans des débuts de poussée ou des trucs comme ça qui auraient évidemment forcément amélioré les statistiques. Ils ont tous plus de 52 mm de mercure de PO2, ils sont tous avec un pH à 7,30 supérieur à 7,35, donc c'est pas des aigus. Et ce qui est original, c'est que la VNI est réglée pour optimiser absolument le chiffre de PCO2. Et il faut avoir au moins une amélioration de 20% de la PCO2 par rapport au chiffre de base, qui est vraiment un chiffre de base, ou au moins 48 mm de mercure de PCO2 comme cible à obtenir. Voilà. Alors vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que vous avez ici une PO2 à droite, 55 de PO2, 55 de PCO2, 7,39 de pH, une réserve élevée, c'est une hypoventilation alvéolaire chronique, gène à BPCO. La cible, c'est d'essayer de monter à 60 ou plus en PO2 et d'obtenir au moins une chute de 20% de la PCO2 ou d'être en dessous de 48 mm de mercure. Voilà, c'est ça votre cible technique. Les 2 populations qui ont été tirées sont comparables et ils ont fait attention, c'est pour ça qu'ils ont mis quand même du temps à avoir des patients hyper sélectionnés, à ce que les body mass index, c'est-à-dire que les poids des patients soient les mêmes dans les 2 séries. Car nous savons tous d'expérience que les patients un peu gros, probablement parce qu'ils ont un facteur restrictif associé, donnent de meilleurs résultats, alors que les vrais BPCO, c'est plutôt des cachectiques ou des pas très gros. Et ici, vous avez vu les BMI à 24-25. Et dans cette étude-là, vous avez moins de réhospitalisation avec la VNI que les Allemands appellent intensive, hein, moins de réhospitalisation, moins de mortalité. Alors les courbes de mortalité, la bonne, c'est celle qui est en bas, elle a été inversée, mais c'est pareil, donc il y a moins de morts dans le groupe intervention par la VNI. La cible, c'est bien de faire baisser la PCO2, et puis, en gros, ce qu'on gagne sur la PCO2 se maintient ensuite dans les semaines et les mois et les 12 mois qui suivent. Autrement dit, il faut s'acharner à faire baisser la PCO2. Alors, en plus, dans cette étude, la qualité de vie sur les index avec lesquels on la mesure est améliorée dans le groupe traité. En gros, les conclusions de cette étude, pour être efficaces, faites de la VNI de haute intensité pour obtenir soit une capnie au moins égale ou inférieure à 48, soit une baisse de la capnie par rapport à celle de départ en état stable de au moins 20%. OK ? Et bien ça aboutit à des recommandations allemandes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, même si on est en train de glisser vers. C'est-à-dire que pour les teutons,
Le critère le plus important pour mettre en route sont l'existence d'une hypercapnie associée à des signes physiques d'insuffisance ventilatoire et à des exacerbations répétées. Mais le but de la VNI, c'est de s'acharner à réduire l'hypercapnie. Il faut faire de la ventilation haute pression pour y parvenir. Alors vous allez me dire, c'est quoi la ventilation haute pression? Eh bien, quand on regarde dans cette étude, la haute intensité versus la low intensity, eh bien, vous voyez que dans les groupes comparés, vous avez ici une ventilation où l'IPAP est à 14 et l'EPAP à 4, qui fait une aide à 10 avec une fréquence de sécurité à 8 et 2 litres d'oxygène additionnel. La haute intensité, vous montez à fond, beaucoup les IPAP, donc beaucoup d'aide, et la fréquence respiratoire augmente aussi. Et c'est quasiment une ventilation assistée à laquelle on habitue le malade, alors que dans le premier cas, on était en aide aspiratoire et le malade débrouille-toi. Et en fait, ça correspond bien à une tendance qu'on a vue ici se développer entre les années 90 où on ventilait les BPCO comme les autres et les années 2020 où on les ventile avec des pressions beaucoup plus élevées, puisque là, vous voyez, c'est dans les différentes grandes études, la moyenne des IPAP, c'est-à-dire des aides inspiratoires que l'on monte chez les patients. Je ne sais pas du tout si on est dans les temps ou pas. Le temps ? C'est formidable, là, pour une fois. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on peut appeler une VNI de basse intensité, c'est-à-dire classique, et une VNI de haute intensité, si on reprend un tableau, comme dans ce tableau du journal de BPCO, de COPD de 2017, en ce qui concerne l'hypercapnie, il faut absolument faire une amélioration de la PCO2 sous VNI et en journée, avec des pipes qui peuvent monter jusqu'à 30. Donc vous voyez, c'est un peu du sport pour arriver à lutter contre les fuites. Non, mais ça va être, c'est bon. L'acclimatation, évidemment, à la VNI est rapide avec les basses intensités, mais les hospitalisations sont plus longues quand on fait les PCO. Il y a une amélioration des EFR, une bonne réduction supérieure de la force des muscles respiratoires. Il y a une amélioration de la qualité de vie qu'on n'a pas avec les paramètres classiques et une nette amélioration de la survie avec la haute intensité. Alors vous allez me dire, puisque maintenant vous avez résolu le problème, on parle plutôt de cible. Vous allez me dire, comment est-ce que vous atteignez ces objectifs, docteur, puisque vous êtes si balèze? Comment on fait? C'est effectivement ce qu'on a posé aux gens, aux Allemands. Comment vous faites pour faire ça? Faut prendre son temps, là. C'est un peu plus long, un peu plus difficile. On travaille de préférence sous contrôle psychapnographique, toujours, bien sûr, chez ces patients. Et grosso modo, on travaille d'abord 2 jours. Alors 2 jours, la technique recommandée, c'est que les premiers jours de VNI, on privilégie la tolérance et on contrôle les gaz du sang. On s'intéresse à savoir si le patient est dans une situation, s'il va ou pas tolérer cette VNI et la continuer. Puis je veux dire, si les résultats ne sont pas terribles tout de suite, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est que le patient tolère et petit à petit qu'on arrive à faire... Alors c'est compliqué des fois, mais descendre sa PCO2. Des fois, on est heureusement surpris, ça les fait très bien, mais enfin bon. Il faut commencer par une VNI en mode spontané avec des fréquences de sécurité très très basses et qu'il faut que ce soit le patient qui respire par lui-même. Et on monte les PAP petit à petit, c'est-à-dire l'aide en fait, un PEP constante, avec un trigger très très sensible et une PEP qui est pas trop élevée. Puis on regarde ce qui se passe. Voilà. Et puis une fois que la VNI est tolérée, on augmente les PAP par étapes progressives jusqu'au maximum toléré pour atteindre la cible. Ordinairement, c'est entre 20 et 30 cm d'eau quand même, 10 PAP, c'est pas mal. Je crois que leur patient qui était allé le plus haut était monté à 40. Il n'y en avait qu'un quand même. C'est très variable sur un sujet à l'autre. Quand le travail de jour, à qui on monte la fréquence de sécurité juste en dessous de ce qu'a été la fréquence du patient, comme si on voulait le capter. Et on s'aperçoit que le patient, il est bien, mais il respire à 17. Très bien. On se met à 16 ou 17 de fréquence respiratoire, c'est-à-dire qu'on se demande, on va essayer d'utiliser la fréquence respiratoire, de veille, comme une fréquence respiratoire qui l'accompagne. Voilà. Tout ça avec des pressions élevées. Et il faut éviter, comme la ventilation s'améliore, évidemment, le patient va ralentir un peu sa fréquence, mais il ne faut pas... s'il la garde trop accélérée, on va avoir des temps de vidange qui vont nous poser des problèmes, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on sera peut-être obligé de modifier un peu la PEP pour ne plus avoir d'auto-PEP. Puis, lorsque la tolérance diurne est acceptable, on passe en nocturne. Il ne faut pas passer trop vite. Il faut vraiment travailler beaucoup de jours
Et on ajuste les réglages en fonction de la tolérance subjective et du monitoring oxycapnographique, bien entendu, sur les contrôles nocturnes, toujours en s'aidant des réglages. Et puis, on lâche le patient chez lui. Et il est très fréquent qu'au bout d'1 mois, à la première consultation, les patients étant bien habitués, on puisse modifier les réglages, voire diminuer un petit peu. Mais il a fallu vraiment travailler en haute intensité au début pour les convaincre. Et on se sert des logiciels embarqués. Et il est démontré chez ces patients que leur qualité de sommeil n'est pas pire. Elle n'est pas empirée par rapport à avant. Je ne dis pas qu'elle s'améliore, quelques-uns elle l'améliorent, mais elle n'est pas pire. Donc, ils supportent. Alors, il peut y avoir un bémol, c'est que vous arrivez 1 mois après, vous avez un petit groupe de patients, comme l'a montré Adler, qui se réveillent le matin à la déventilation extrêmement fatigués et qui ne sont pas contents du tout. En général, ce qui a été démontré chez ce type de patients, c'est que ils ont, comme vous le voyez ici, mais je vais vous montrer où il faut le voir, un asynchronisme complet. Ils sont désynchronisés de la machine. Alors regardez ici, en haut, les 2 courbes, là, c'est les courbes de pression. Elles tapent hyper régulièrement. C'est que la machine a fait son boulot à la fréquence de sécurité toute seule. Et en bas, là, c'est les bandes abdominales et thoraciques. Chez le patient, il respire beaucoup plus vite, mais il est de son côté, lui. Voici, c'est comme s'il n'y avait rien entre la machine et le patient. Ils sont complètement désaccouplés. On appelle ça un asynchronisme qui peut être provoqué par des fuites ou par une hyperinflation avec une autopep. Et c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une dyspnée de déventilation, c'est-à-dire qu'au moment où on arrête la machine, le patient, alors, à ce moment-là, il faut baisser l'aide, et ça va améliorer les choses. Voilà, pour finir, la lecture que je vous recommande et qui est réactualisée tous les ans, ce sont les conseils du groupe assistance ventilation de la Société de biologie de langue française. Voilà, et je vais vous donner un message à retenir pour terminer. La VNI pour hypoventilation aiguë, le juge de paix, c'est l'acidose, c'est la chute du pH qui indique l'urgence de la mise sous VNI. La VNI pour hypoventilation chronique, on inverse un processus chronique, ça peut être plus ou moins facile selon les étiologies, que ce soit un obèse, ça c'est relativement facile, et neuromusculaire c'est relativement facile, quoique certains ce ne soit pas toujours évident. La BPCO c'est plus compliqué, mais on a du temps et des moyens pour peaufiner. Voilà. Merci beaucoup, François. Et non pas Christian. Windisch, moi je suis perplexe. On a de plus en plus des patients, même en chronique, qui sont à 80 de Capni, ça arrive assez souvent. Ouais. Et moi, je trouve que ça marche pas très bien, mettre des pressions de fou chez ce genre de patients. C'est souvent des échecs. Donc, tu parlais de l'hypercapnie permissive. Finalement, on arrive peu à rendre des patients de ce type vraiment différents de leur situation aiguë. Enfin, il y en a pas mal des patients comme ça. Et ils sont très peu tolérants à des pressions énormes pour la plupart. Moi, j'ai pas ce ressenti-là en clinique. J'aimerais bien aller voir comment ils travaillent chez Windisch. J'ai déjà demandé chez Lovenstein, pour pas les citer, à aller voir Windisch. Mais il est très pris, ce garçon. Ouais. Mais franchement, il doit avoir un niveau d'expertise qu'on n'a peut-être pas. Mais le problème, c'est surtout au départ. Après, souvent, on a finalement le sentiment qu'on a chez les BPCO, c'est que on a peut-être pas. D'abord, la mortalité, là, c'est sur 1 an. Les résultats, après, bon, on gagne, mais on gagne pas le paradis, je veux dire, bien. Ou ainsi, on finit par le gagner. Mais souvent, tu peux, une fois que le patient est bien habitué, baisser les pressions, mais surtout t'augmentes considérablement. Quand ils vieillissent, leur tolérance à l'oxygène est de moins en moins bonne. Et tu augmentes leur tolérance à l'oxygène avec la VNI. C'est-à-dire que, grosso modo, au lieu, quand tu mets 1,5 litre de plus, qu'ils se mettent tout de suite à bouger leur capnie, ils restent avec des capnies beaucoup plus raisonnables. Je ne sais pas si c'est un effet direct de la VNI ou pas. Souvent, on est amené à les baisser un peu. Alors, il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus. Et quelquefois, il faut du temps. Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi. Il y en a qui échappent à tout. Il y en a certains, tu finis par leur mettre une PPC parce que Ouais. Oui, on t'a pas parlé d'HDN cette année, mais peut-être l'année prochaine, on parlera de haut débit en même temps. Alors, le haut débit, c'est autre chose. Par choix. Je veux dire, on me demande la VNI. Moi, je veux bien faire. Il y a des machines qui font les deux maintenant, tu sais. Faire une demi-heure de plus sur la VNI, mais c'est un autre sujet, quoi. C'est un autre sujet. Parce qu'on n'a pas traité aussi la ventilation des
du Covid. Hein. Parce que c'est un problème d'hypoxémie avant tout, plutôt que d'hypoventilation alvéolaire. Il y a une petite PEP dans le haut débit sûr. dont on peut se servir, et moi je trouve Oui, qu'on pourrait se absolument. servir de plus en plus d'ailleurs. Le haut débit, c'est une petite PPC dans le pif, hein, avec de l'oxygène. Ouais. On a peut-être le temps pour une question, là il n'y a personne qui déboule. Oui. En aigu, on ne voulait pas ventiler en forte pression par peur d'avoir un pneumothorax. Mais là, par la peur d'avoir des complications sous ventilation, les pneumothorax. Mais en même temps, là, il y a un message de ventiler en haute pression quelqu'un qui va aller en domicile. Ça me fait un peu... Alors, le risque parce de... que c'est du chronique. Et donc, en général, si on décide parce qu'il y a une hypercapnie sévère, c'est en général, il y a quelqu'un d'emphysémateux derrière. Ça vous fait pas peur, vous, les Non, pneumologues, ça- d'envoyer quelqu'un à domicile avec des pressions élevées, en fait? Ben, s'ils sont améliorés, non. Et surtout, l'expérience du pneumothorax, on l'a. Les pressions transmurales, on l'a sous ventilation invasive. Parce qu'on va directement dans le patient et là, bam! Et là, c'est mal. Hein. Moi en 20 ans ça m'est arrivé une fois ou deux, je crois 2 fois. Ouais. Alors que quand les pressions sont transmises à travers un système hautement résistif et avec des débits moindres, on a des deltas de pression finalement au fond des alvéoles ou de ce qu'il en reste qui sont pas générateurs de... Enfin, en pratique, on les voit pas générateurs de pneumothorax. C'est arrivé de temps en temps quand même. Ouais. Alors, bon, vous avez vu, je vous ai montré un patient avec un scanner et d'énormes bulles. Celui-là, je vous dis, quand il n'y a plus de poumons, il n'y a plus de poumons. S'il n'y a plus que des bulles, effectivement... Enfin, 40 dead, enfin... Non, mais il y en a un, hein, comme ça, dans la publication de Et qu'est-ce que tu mets comme machine, une trilogie ou un truc comme ça ou... Oh, tu marques, tu prends avec des machines qui poussent suffisamment. Hein, je veux dire. Parce qu'il faut de la grosse turbine, c'est pas n'importe. Si tu prends les petites BIPAP, c'est des toutes Non, petites il turbines. faut Si tu prendre prends un des, Astral. ouais. Un astral. Hmm. Ça pousse un astral. Hmm. Les turbines qui poussent. Les trilogies aussi, c'est la même turbine qu'il y a dans les V60 d'ailleurs. Hmm. Bon. D'autres questions? Ah oui, alors l'étude, la fameuse étude de Windisch, là, il y a un washout qui, je crois, est d'au moins 3 mois. Au moins. Il me semble que c'est 3 mois. Il faudrait que je relise. semble, ouais. Ouais, ouais. Et donc, si on fait rien, si, ils sont oxygène et alors traitement. D'où le fait que pour recruter, c'est compliqué. C'est d'où le fait que vous avez que 194 patients sur une longue donnée, parce que grosso modo, il y en a plein qui plongent entre-temps. Hein. Puisque dans l'indication BPCO, c'est le patient qui revient sans arrêt pour une poussée. C'est 3 mois bien stable, au minimum, et à ce moment-là, on peut le sélectionner. Si on le sélectionne alors qu'il est en train de chuter, son pH et de commencer à se mettre en hypoventilation aiguë, on va forcément avoir un bon résultat sur la partie aiguë, mais c'est pas ça le but recherché en l'occurrence. Pour le chronique, en tout cas, pour démontrer le chronique.